Christian Perron, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien chef de service des maladies infectieuses de l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Avec Didier Raoult, vous avez porté une voie alternative durant toutes ces 3 années du Covid-19. Et en septembre dernier, vous avez été blanchi par l'Ordre des médecins contre vos accusateurs. Après 2 best-sellers précédents, vous êtes l'auteur du livre « Les 33 questions auxquelles ils n'ont toujours pas répondu » aux éditions Albin Michel. Avant de commencer notre entretien, je remercie Terre de France qui soutient notre chaîne. Vous trouverez sur terredefrance.fr une collection d'articles, tous fabriqués en France. Chaque année, Terre de France reverse ses bénéfices à des agriculteurs en difficulté, des familles de militaires et des écoles rurales. Retrouvez la collection solidaire et patriote sur terredefrance.fr. Selon la tradition de l'émission, nous allons commencer par une citation qui parle de vous, Christian Perron. Je cite « Ce que je reproche à Christian Perron, c'est d'encourager la manipulation. Ce n'est pas un martyr. » La phrase vient de Martin Hirsch, ancien patron de l'AP-HP. Qu'est-ce que cela vous évoque ? Oh, ça me laisse complètement indifférent parce que Martin Hirsch a lui-même été manipulé parce que quand il m'avait reçu un matin à 7h dans son bureau pour me remettre la lettre qui me radiait de la chefferie de service. De toute façon, il savait très bien que la chefferie de service, je la rendais spontanément 3 mois après, donc c'était un coup de pub. Mais il l'a écrit dans sa lettre que j'étais indigne d'occuper mes fonctions parce que j'étais responsable de menaces de mort contre un jeune collègue. Et ce jeune collègue avait fait une pétition contre moi, avait dit qu'à cause de moi, il avait été menacé. Et j'ai pu apporter la preuve, avec des constats d'huissier à l'appui, sur ses tweets, etc., en fait, c'était faux. Il avait reçu des menaces de mort dès le mois de... Moi, j'avais constaté dès le mois d'avril, il a même reconnu devant le Conseil de l'Ordre que c'était dès le mois de mars 2020. Donc voilà, Martin Hirsch a utilisé des données erronées sans même les vérifier pour me salir. De toute façon, il était aux ordres, c'est évident. Il avait dû recevoir un coup de fil. Bon, il faut casser Perron. Il n'avait pas le pouvoir de me radier en tant que médecin. Donc, j'ai toujours exercé, contrairement à ce que tous les médias ont dit, j'ai jamais été radié de ma fonction de médecin. J'ai toujours enseigné à la faculté et j'ai pris ma retraite comme c'était attendu au mois de mars 2022 parce que j'avais 67 ans, que j'étais arrivé au bout. Donc voilà, alors c'est juste la chefferie de service que moi-même, spontanément, j'avais proposé de la rendre 1 an avant parce que faire un renouvellement de dossier de chefferie de service pour plusieurs années, c'est un dossier énorme, il faut faire un projet de service. Et j'avais dit à mon successeur, bon, bah, écoute, moi, je ne vais pas refaire un projet, maintenant, c'est toi qui vas être aux commandes. Je te laisse la chefferie par anticipation d'1 année. Donc tout ça, Martin Hirsch, je savais parfaitement. Donc c'est lui qui a manipulé la com pour me mettre des choses sur le dos. Quel rôle a joué Martin Hirsch dans la gestion du Covid en France ? Je pense qu'il a été aussi manipulé par les autorités pour dissuader l'utilisation de l'hydroxychloroquine à l'assistance publique hôpitaux de Paris. Et c'est pour ça qu'il a été très énervé quand il a constaté qu'à Garches, on avait des taux de mortalité inférieurs, avec l'IHU de Marseille d'ailleurs. Parce que maintenant, il n'y a plus aucun doute que l'hydroxychloroquine marche, contrairement à ce que disent les médias, les fact-checkers. Il faut qu'ils achètent des lunettes et qu'ils disent, c'est pas parce qu'il n'y a pas eu d'études. D'abord, il y a eu, vous savez, nos opposants disent « Ah non, il n'y a pas eu la grande étude randomisée, c'est-à-dire tirage au sort contre placebo. » Il y avait déjà une étude randomisée en Chine qui était publiée au début, quand l'épidémie est arrivée en France. J'avais même fait un article à l'époque dans Paris Match. À l'époque, Paris Match, il y avait un journaliste très bien, Philippe Gorny, qui était un chirurgien cardiaque aussi, qui suivait beaucoup d'informations. Puis après, je pense qu'on a dû lui dire d'arrêter de diffuser la vérité. Parce qu'après Paris Match, si vous vous souvenez, c'est eux qui ont fait, avec d'autres journalistes, un article pour essayer de me descendre en disant la chute du professeur Perron, ce qui m'avait fait bien rire, mais bon. Donc voilà, il y a eu quand même des consignes à l'assistance publique. Et quand j'avais dit, vous savez, j'avais dit un jour dans les médias que les boîtes d'hydroxychloroquine avaient été pillées par des internes en pharmacie sur ordre de leurs seniors.
Et il y avait un démenti de l'assistance publique hôpitaux de Paris. Pourtant, j'avais le mail de ce qu'on a, c'est l'équivalent, non, ça a changé de nom, c'est un acronyme, mais c'est ce qu'on appelle la pharmacie centrale des hôpitaux, qui a envoyé un mail à la pharmacie de mon hôpital pour dire ça, que les boîtes avaient... Donc, vous voyez, à chaque fois, il y a eu des fausses informations diffusées par l'assistance publique, et c'est pour ça qu'ils étaient en colère contre moi, parce que moi, on ne peut pas m'empêcher de dire la vérité. Si je constate des choses, et tout ce que j'ai dit, à chaque fois, il y a des preuves. Donc, je suis très à l'aise. La première question à laquelle vous répondez dans votre livre, et qui nous intéresse, nous, particulièrement, c'est comment les médias vous ont traité. Les médias, au début, m'ont très bien traité, peut-être jusqu'à la sortie de mon premier livre, parce que j'ai écrit 3 livres chez Albin Michel, hein, Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise? Donc ça, c'était en juin 2020, juste après la première vague. Bon, le deuxième, c'était le début avril 2021, puis le troisième, là, les 33 questions qu'elle n'ait toujours pas répondu, donc, tout récemment, là, au mois de novembre. Là, ça a commencé à affoler un petit peu les autorités, parce que tout ce que j'ai dit dans mes 3 livres, à chaque fois, il y a des références. Il y a beaucoup de références. Tu sais, quand mon premier livre est sorti, il y a des experts sur les plateaux, des journalistes, des médecins qui ont dit Perron va être, il diffame, il va être attaqué en justice, il va être radié par l'ordre des médecins. Il y avait 0 diffamation. Ils n'avaient même pas lu mon livre, mais par principe, ils attaquaient. Donc moi, je suis très à l'aise parce que tout ce que je dis est sourcé. Vous avez été qualifié de charlatan, de fou, de star des complotistes. Comment vous avez ressenti tout cela? Bon, pour moi, c'est un honneur d'être traité de la sorte par des gens qui n'ont aucune compétence. Ce qui me fait rire, c'est que, regardez tous ces journalistes qui se disent fact-checkers. On sait maintenant par les scandales qui commencent à sortir, notamment avec l'affaire Daoust, que, peut-être pas tous, mais enfin, on sait que certains sont payés pour faire un carton contre se payer Perron ou un autre expert. Voilà. Quand ils m'attaquent, si vous regardez, ils n'ont jamais un seul argument scientifique. Parce que moi, quand je dis des choses dans les médias, j'ai les sources. Je peux les donner, je suis à l'aise. Il y a soit des publications, soit des données de santé publique de différents pays. Et oh là là, Perron, il a encore dit n'importe quoi, il a tout le monde contre lui. Ça veut dire quoi, il a tout le monde contre lui? Qui? Je veux savoir qui est contre moi. Si c'est une personne, parce que quelquefois, on dit c'est tout le monde et c'est une personne. Et il y avait un titre, je me souviens, du blog de TF1, quand j'avais fait un communiqué dès le premier jour de l'annonce de la variole du singe, en disant c'est impossible que le virus sorte à 15 endroits du monde différents, chez des gens qui n'ont pas voyagé en avion, qui ne sont jamais vus. Ça prouve que tout ça, c'est de la manipulation. Bon, j'ai eu le droit à un article pour me démolir, et le titre de l'article, c'était, vous vous rendez compte, hein, tous les experts de l'INSERM contre le professeur Perron. Alors moi, je lis le titre, je dis, oh là là, j'ai tout l'INSERM contre moi, qu'est-ce qui se passe? Alors je lis l'article, et en fait, c'est ça, à chaque fois, ils utilisent ça, ils font un titre accrocheur, et puis le contenu n'est pas du tout pareil. Dans l'article, c'était un épidémiologiste de l'Agence nationale de recherche sur le sida, qui est rattaché à l'INSERM, qui disait que je disais n'importe quoi, que c'était tout à fait logique qu'une épidémie démarre à 15 endroits du globe en même temps. Bon, visiblement, ce monsieur devrait retourner à l'école d'épidémiologie, avoir un minimum d'expérience en maladies infectieuses et en santé publique avant d'oser dire des choses pareilles. Mais oui, la manipulation. Donc, tous ces gens qui m'attaquent, ils n'arrivent pas à m'attaquer parce qu'en fait, j'ai pas de casserole, je suis pas corrompu, ils ont cherché, ils n'ont rien trouvé. Donc, ils vont me sortir, oui, Perron, c'est le gars qui a parlé d'éthique nazie. Oui, les nazis, les Japonais, après les Américains, ont modifié l'éthique et la bactérie Borrelia responsable de la maladie de Lyme. Maintenant, c'est notoriété publique. Il y a des livres qui ont été écrits, c'était reconnu d'ailleurs par un vote de la Chambre des représentants aux États-Unis. Donc, je ne suis pas complotiste quand je dis ça. Je parle de ça parce que j'avais écrit un livre aussi, La vérité sur la maladie de Lyme, chez Odile Jacob, qui raconte l'histoire aussi de cette maladie de Lyme. Donc ils ont retrouvé ça, que j'avais dit ça. Ils cherchent dans mon passé. Puis finalement, qu'est-ce qu'ils trouvent? Oui, alors Perron, c'était un type bien avant, mais on ne sait pas ce qu'il lui a pris. Il a déraillé. Il a tout le monde contre lui. Mais je n'ai pas tout le monde contre moi. J'ai la majorité des médecins de France avec moi. Et j'en ai des témoignages tous les jours. Alors, ils ne le disent pas publiquement. C'est ça qui me désole un peu de temps en temps. C'est qu'ils ont très peur. Il y a quand même eu... le Conseil de l'Ordre a fait la peau de quelques médecins pour l'exemple. Hein. C'est terrible parce qu'on en désigne quelques-uns pour faire peur aux autres. Et je comprends qu'à
quelqu'un qui est encore au milieu de sa carrière n'ose pas prendre trop de risques. J'aimerais revenir sur la décision de l'Ordre des médecins, donc, qui, en septembre dernier, je l'ai dit, vous a blanchi. Comment expliquer cette décision? Est-ce que vous, votre honneur, vous l'avez senti, donc l'avez dorénavant? Alors, j'avais déjà eu plusieurs entretiens, rencontres dites confraternelles avec l'Ordre des médecins, plus plusieurs confrontations avec le jeune médecin qui m'avait attaqué. Mais ce n'était pas la chambre disciplinaire. Là, c'est la chambre disciplinaire, donc c'est assez impressionnant parce que c'est une magistrate qui préside et puis il y a plusieurs médecins en toge rouge avec l'hermine, donc c'est comme au tribunal. Hein. Mais moi, je les ai trouvés très professionnels parce que bon, là, ça a duré 3 heures, hein, l'entrevue. Ils connaissaient parfaitement le dossier, ils posaient des questions techniques. Et puis avec mon avocat, je remercie beaucoup Maître Thomas Benagès, mon avocat, qui a fait un travail déjà fantastique en amont de recueil de données, qui a envoyé des preuves écrites de plein de choses que j'avais dites au Conseil de l'Ordre. Donc ils avaient déjà fait un travail d'investigation que ne fait pas le journaliste de base qu'on voit dire n'importe quoi tous les jours. Donc, ils ont vraiment étudié le dossier à fond. Alors, moi, je me pensais quand même que, vu les pressions, j'allais peut-être avoir une petite sanction, mais je ne voyais pas... Parce que ce qui m'était reproché, c'était uniquement... Bon, je parle pas de l'affaire contre le jeune médecin, d'ailleurs, où c'était démontré qu'il avait diffamé, qu'il avait usurpé un titre d'infectiologue quand il était encore interne, qu'il m'avait... fait de la dénonciation calomnieuse pour m'accuser de menaces de mort. Donc lui, il a été sanctionné par le Conseil de l'Ordre. Il a reçu un avertissement. Et je pense que c'est même écrit dans le verdict, on lui a donné qu'un avertissement parce qu'il s'est excusé publiquement lors de l'audience. Bon, moi, je pense que voilà, il aurait peut-être pu avoir plus. Donc finalement, on me reprochait simplement pour ce qui était de la plainte du Conseil national de l'Ordre des médecins. C'est le Conseil national qui a porté plainte. C'était de mes propos dans les médias. Alors c'est vrai que quelquefois j'ai eu des expressions un peu véhémentes, mais sous le coup de la colère ou de l'émotion, j'ai pu dire des choses, mais en fait tout ce que j'ai dit était factuel. Parce que les médias ont beaucoup déformé mes propos. C'est le Conseil national de l'Ordre des médecins, par exemple, quand j'étais passé sur CNews avec Yvan Rioufol en novembre 2021, j'avais dit des choses claires sur la mortalité quand on était inoculé par ces pseudo-vaccins en Grande-Bretagne. J'avais les données de Santé publique Angleterre que on avait plus de chances de mourir si on avait reçu l'inoculation. J'avais envoyé les preuves à CNews avant. Et le Conseil national de l'Ordre des médecins s'est appuyé sur une interview. Alors je ne me souviens plus du nom du journaliste, je préfère pas m'en souvenir d'ailleurs, c'est aucun intérêt. Non, je ne sais plus quel journal, qui avait totalement déformé mes propos. Il a refait mon interview en disant Perron a dit que les médecins étaient des assassins, Perron a dit que le vaccin tuait, Perron a dit ceci, Perron a... J'avais jamais dit cela. Et heureusement, on avait l'enregistrement de l'émission. On a pu montrer au Conseil de l'Ordre que à la chambre disciplinaire, parce que c'était la chambre disciplinaire, c'était le conseil régional, mais que le conseil national avait même pas vérifié les dires de ce journaliste. Donc tout le temps, en face de moi, j'ai des gens qui mentent, qui manipulent, qui racontent n'importe quoi, et ils sont embêtés avec moi, parce que tout ce que je dis, à chaque fois, c'est sourcé. J'ai aucun état d'âme, j'ai toutes les preuves de ce que je raconte à chaque fois. Voilà. Donc ils peuvent raconter ce qu'ils veulent. Alors le Conseil de l'Ordre, je pense, a fait un gros travail et je les remercie. Après, j'ai peut-être eu de la chance, je vois que dans d'autres régions, j'ai des collègues qui ont été radiés. J'espère que ce verdict fera un peu jurisprudence pour aider d'autres collègues. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a eu un impact même international. Et j'étais étonné moi-même, hein, parce que tous les pays francophones suivaient ce qui se passait en France, ont vu mon verdict. Donc, dès le lendemain, je recevais des messages de Suisse, de Belgique, du Luxembourg, d'Afrique, d'Asie, du Québec. Et même quelques jours après, parce qu'une journaliste américaine que je connaissais, qui avait déjà fait des enquêtes sur la maladie de Lyme, était de passage à Paris un peu par hasard. Mais tiens, Christian, j'aimerais bien vous interviewer. Alors, c'était juste avant le verdict. Mais après, elle a complété son article avec le résultat du verdict du Conseil de l'Ordre. Elle a mis en France un professeur triomphe contre la répression Covid, et ça fait le tour des États-Unis, le tour du monde, parce que beaucoup plus de gens parlent anglais dans le monde que français dans certaines régions. Et j'ai reçu des messages de félicitations de professeurs aux États-Unis, d'Afrique, d'Asie, de plusieurs pays européens. Donc
ça a eu un effet de tremblement de terre, même international. Bon, moi, j'y suis pour rien, quoi. Je suis content si ça a pu... mais j'espère que ça pourra aider les autres au niveau national, international. Mais maintenant que ce verdict est parti, je pense que ça a vraiment été une étape dans la lutte que nous menons tous pour faire éclater au grand jour la vérité. Donc c'est votre honneur qui est lavé, mais c'était aussi donc une victoire symbolique pour la liberté d'expression. Ah, je pense, parce que moi, ce qui m'affole aujourd'hui, c'est la liberté d'expression. Vous savez, en médecine, on dit qu'il faut faire la médecine basée sur les preuves, que les Québécois appellent la médecine factuelle ou evidence-based medicine en anglais. C'était inventé par les Canadiens il y a des dizaines d'années. Et ils disent comment un médecin doit prendre une décision. Là, vous êtes mon malade, là, je suis face à vous, vous avez une maladie. Il y a 3 points. Le premier, c'est je regarde les publications, le Lancet, le New England Journal of Medicine, d'autres journaux internationaux ou des journaux de vulgarisation médicale basés sur des preuves scientifiques. Alors, il y a des maladies, il n'y a aucun débat, parce que la pneumonie à pneumocoque, on donne un antibiotique du style pénicilline, personne ne va remettre ça en doute. Mais il y a des maladies, notamment les maladies rares, il y a presque 0 recherche, parce que ça ne rapporte rien à l'industrie pharmaceutique et que maintenant, la plupart des projets de recherche sont financés par le privé et l'industrie. Et puis, il y a d'autres domaines où il y a beaucoup de publications, mais elles sont de mauvaise qualité. Il n'y a pas de très bonnes études, donc on ne sait pas trop si c'est vrai, pas vrai. Et là, la médecine basée sur les preuves dit le deuxième point de la décision du médecin, c'est son expérience personnelle. Ou alors l'expérience d'autres médecins qu'il connaît. Moi, je préfère suivre l'avis d'un médecin, même tout seul dans son coin, qui a suivi 1000 patients d'une maladie pas très fréquente, et qui montre ses résultats de façon tout à fait honnête, en disant, voilà, j'ai des échecs, mais j'arrive à en améliorer 80%, j'ai tant de pourcents que j'ai d'excellents résultats. Pour moi, c'est bien plus éclairant qu'une publication bidon dans un grand journal international, quand on sait que les rédacteurs en chef de ces journaux, en tout cas les rédacteurs du Lancet, du New England Journal of Medicine, ont avoué déjà depuis des années, même avant le Covid, que leurs journaux étaient complètement achetés, que beaucoup de publications étaient faussées par l'industrie, etc. Donc, ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est public, c'est eux même qui l'ont dit. Donc, l'expérience du médecin. Et donc, si je vous traite, voilà, je vous dis, bon, votre maladie, là, vous avez une pneumonie, là, il n'y a pas d'hésitation, toute la communauté mondiale est d'accord, je vous propose un antibiotique. Puis mon expérience, c'est effectivement que ça marche très bien. Après, en dernier, le troisième point, c'est vous qui décidez, normalement. Voilà. Alors, si par exemple vous avez une maladie rare, je dis, écoutez, moi j'ai regardé les publications, il n'y a rien, ou c'est vraiment très mauvais. Soit j'ai une expérience, si par exemple vous avez une maladie de Lyme, moi j'ai 20 ans de pratique sur la maladie de Lyme, même si ce n'est pas reconnu, voilà mes résultats. Vous me faites confiance ou pas, mais enfin voilà ce que moi j'observe. Si c'est une autre maladie que je ne connais pas, je vais dire je connais très bien tel pédiatre ou tel pneumologue ou autre spécialiste qui a une énorme expérience et qui en parle publiquement. Et moi je lui ferai confiance. Et puis après, c'est vous qui prenez votre décision. C'est ça, la médecine basée sur les preuves. On n'a pas le droit d'obliger. En plus, si on revient au vaccin, pour un produit expérimental, c'est totalement interdit. On aurait dû faire signer un consentement éclairé à toute personne recevant ces produits. Et alors, là, je fais l'analogie avec le journalisme, parce que vous parlez de la liberté d'expression. Normalement, je pense qu'il faudrait appliquer ce journalisme basé sur les preuves en disant, faut chercher l'évidence scientifique. Et là, on s'aperçoit que ces personnes dites fact-checkers, donc c'est des gens qui sont payés pour vérifier la vérité scientifique. Alors certains ont un peu de compétences scientifiques, un peu de compétences médicales, d'autres ils sortent de on ne sait pas où, ils sont des journalistes qui n'ont aucune compétence particulière et qui vont s'autoproclamer les gardiens de la vérité, les gardiens de l'orthodoxie journalistique. Et on voit que ils n'ont pas les bons arguments, ils ne regardent absolument pas les preuves dans les publications, donc c'est scandaleux.
Et moi, j'étais extrêmement choqué. Vous savez, récemment, j'étais invité par un groupe de parlementaires européens remarquables. J'ai fait une conférence au Parlement européen à Strasbourg. Et je tiens à saluer ces parlementaires courageux. Des parlementaires, notamment du Rassemblement national. Alors, en France, il y avait Virginie Joron. Il y avait Rob Ross, le Hollandais, qui a poussé dans ses retranchements une des dirigeantes de Pfizer, parce que Bourla n'avait pas voulu se déplacer pour l'audition officielle. Il avait envoyé, j'ai oublié son nom, une femme qui est une des dirigeantes de Pfizer aux États-Unis. Et Rob Ross a dit, bon, allez, maintenant, assez de blabla, dites-moi en quelques mots si oui ou non vous avez des données dans vos dossiers de recherche clinique. Est-ce que vous avez recherché si ce soi-disant vaccin avait une efficacité sur la transmission? Et l'autre, elle n'était pas habituée à se faire challenger, elle était un peu abasourdie, puis elle a dit, elle avoue comme ça, devant les caméras, non, on n'a aucune donnée. Et vous vous rendez compte que on a suspendu les soignants, les pompiers, on a pris des mesures liberticides dans tous les pays parce que les ministres, des experts, des pseudo-experts de plateau, et des journalistes disaient partout, maintenant on a la preuve que ce vaccin, soi-disant vaccin, parce que je ne peux pas l'appeler vaccin, c'est la plus grande imposture de cette épidémie, c'est d'avoir appelé ça vaccin, que ces produits protègent à 95% contre la transmission. Et maintenant, on sait que c'est totalement faux. C'est même avoué par une des plus grandes dirigeantes de Pfizer et reconnue dans le monde entier, même par Jean-François Delfrécy, le président du premier conseil scientifique, qui en partant a dit on s'est planté, ce vaccin, il ne marche pas. Bon. Donc, il a vraiment dit ça? Il a dit, alors je me souviens très bien, il a dit, quand on regarde tout ce qu'on a fait, l'impact de nos décisions a été quasiment nul. Il a dit on n'a pas choisi le bon candidat vaccin parce qu'il n'a eu aucun impact sur la transmission, il n'a pas protégé les gens. On aurait dû laisser circuler le virus pour avoir une immunité naturelle. On n'aurait jamais dû prendre des mesures contre la liberté des gens et on aurait dû écouter l'avis de la population. C'est lui qui l'a dit. Je n'ai pas rêvé, je l'ai réécouté plusieurs fois. Donc ça, c'est très fort de voir que maintenant, c'est reconnu partout que ça ne marche pas. Et pourtant, dans le train, je voyais, dans le train de banlieue, maintenant, il y a des panneaux lumineux qui s'affichent, c'est marqué pensez à faire la 4e dose. Même des spots publicitaires à la radio que j'ai entendus hier, mais j'ai halluciné, qui dit oui, on reconnaît que après 3 doses, ça marche moins bien. C'est pour ça que c'est très important de faire la 4e, la 5e, la 6e. On continue à nous faire croire que c'est un vaccin alors que ça ne marche pas et on sait que en plus c'est toxique. Le nombre d'effets secondaires est colossal. Dans les bases de données entre l'Amérique et entre les États-Unis et l'Europe, on est déjà à 70 000 morts et le nombre d'effets secondaires, c'est du jamais vu depuis l'histoire de la vaccination sur un seul produit. Alors qu'avant, c'était un bruit de fond d'effets secondaires graves sur tous les vaccins confondus. Oui, mais Christian Peyronne, le nombre de morts a quand même baissé. Non, il a augmenté. Ça a commencé par le Portugal. C'est que le Portugal a été un des pays en Europe qui a été le plus inoculé par les pseudo-vaccins. C'est une proportion très importante. Et c'est le Portugal qui est le premier à rapporter l'augmentation de mortalité qui commence à apparaître dans plusieurs pays. C'est de l'ordre de 20% à peu près. On constate un excès de mortalité dans les tranches d'âge 20-50 ans. Et qui n'a pas commencé au moment la seule réelle vague sérieuse du Covid, c'était la première vague, mars-avril 2020. Après, il y a eu des vagues de moins en moins fortes, alors qu'on était artificiellement gonflés par ces tests PCR complètement bidons qui diagnostiquaient des cas chez des gens qui étaient en parfaite santé. Bon, ça s'était instrumentalisé de façon honteuse. J'aimerais revenir aussi sur on reviendra sur la vague de Covid-19, mais j'aimerais vous questionner à nouveau sur votre impact médiatique. Vos livres se vendent à des centaines de milliers d'exemplaires. Pourtant, vous apparaissez peu dans les médias et les vidéos de vos interventions sont introuvables. Comment expliquez-vous ce paradoxe? C'est très simple. C'est le Conseil supérieur de l'audiovisuel. D'ailleurs, j'ai vu qu'il venait de condamner, je crois que c'est RMC, je crois, les grandes gueules. Oui, tout à fait. Ça s'est sorti récemment. Moi, je me souviens, avant, les médias m'aimaient beaucoup parce que avant le Covid, les journalistes me connaissaient. Même j'étais envoyé à l'époque par le ministère de la Santé pour défendre des positions de santé publique sur les vaccins. Puis quand il y avait
une petite épidémie, une histoire de maladie infectieuse, souvent ils faisaient appel à moi. J'allais au journal de 20 heures sur toutes les chaînes, et puis dans les journaux. Bon, à l'époque, ils estimaient que j'étais quelqu'un qui disait des choses sensées, que j'étais quelqu'un d'honorable. Et puis au début de l'épidémie, tous les journalistes qui me connaissaient, ils m'ont invité. J'étais sur les plateaux sans arrêt. D'ailleurs, quelquefois, c'était un peu fatigant parce que j'allais à droite, à gauche. Et puis c'est vrai qu'après, je pense qu'à l'été 2020, quand il a fallu refaire peur aux Français alors que le virus était de moins en moins méchant et que moi je commençais à dévoiler des vérités, ça dérangeait beaucoup les autorités qui ne pouvaient plus continuer à manipuler la population et les médecins comme ils voulaient. Alors quand je suis passé aux Grandes Gueules, je crois que c'était les derniers jours du mois d'août 2020, c'est vrai que sur le plateau, il y avait d'autres personnes qui n'étaient pas spéciales. Il y en a, je me souviens de même une qui m'avait apporté la contradiction, qui m'avait essayé de me mettre un petit peu en difficulté sur certains sujets. Mais bon, le CSA estimait que j'étais seul à exprimer une voix dangereuse pour la France et qu'il n'y avait personne en face. Et ils avaient fait un communiqué. Ils ont finalement menacé toutes les chaînes de télé, tous les journaux. Bon, si vous invitez Péronne, maintenant, vous serez mal vu. Il faut porter la contradiction à un autre médecin. C'est ce qu'ils ont dit à RMC. Hein. Porter la contradiction, oui, oui. Mais du coup, la plupart des médias, à part quelques très rares exceptions, depuis ce communiqué du CSA qui remonte à l'automne 2020, j'ai pu être invité sur les grandes chaînes de télé ni dans les... Alors, il y a eu quelques exceptions, il y a eu Morandini, il y a eu Pascal Praud. Alors, je parle des journaux principaux. Bien sûr, j'étais invité sur les journaux, les télés qui font un travail sérieux, comme François, comme Sud Radio. Le Figaro, vous avez toujours bien traité aussi. C'est ce que je voulais dire. Je finissais avec la télé. Je voulais aussi remercier le Figaro Magazine. Pas le Figaro général, je dirais, qui était plus anti-Péronne, mais le Figaro Magazine, où ils ont fait un travail aussi d'investigation. Et alors, ils avaient déjà fait un grand article sur moi. J'avais lu la page de couverture du Figaro Magazine, je crois que c'était au mois de juin 2020, après la première vague, avec 4 ou 5 pages d'articles plutôt très sympathiques envers moi. Et c'est vrai que là, il y a de nouveau un petit article récent pour me soutenir dans le Figaro Magazine. Donc voilà, à part quelques exceptions comme ça de journalistes courageux qui voient les choses, tous les autres se sont couchés devant ces ordres du gouvernement. Alors, je parlais du Parlement européen tout à l'heure parce que quand j'y suis allé dans l'après-midi, j'attendais pour faire ma conférence le soir et je suis allé dans une réunion où il y avait au moins plus de 50 personnes, même un peu plus, entre 50 et 100, qui était une sorte de réunion de travail qui était présidée par Raphaël Glucksmann. Il y avait Nathalie Loiseau, une députée proche de Macron. Et puis il y avait 2 Américains, je ne sais pas ce qu'ils faisaient là, qui étaient en visioconférence, qui disaient ce qu'il fallait faire. Et puis la conclusion, c'était, et c'était récent, hein, c'est très urgent maintenant, il faut renforcer la censure dans tous les médias. Et alors, vous savez quel prétexte ils disaient ? Pour sauver nos libertés, sauver nos démocraties. Vous vous rendez compte, ça, au Parlement européen, à Strasbourg, il y a quelques semaines, j'ai halluciné. Et alors, effectivement, le lendemain, je crois que cette députée a fait une communication officielle au Parlement de Strasbourg. Après, on a vu une secrétaire d'État française qui faisait appel à la censure, à la délation. Après, on voit Macron, peu de temps après, qui bloque la chaîne Rumble en France. Et puis maintenant, le François, à qui on essaye de retirer l'agrément, on est vraiment entré... Alors, je savais qu'on était déjà en dictature depuis le début de cette crise, mais là, on est en train d'essayer de noyauter toute la parole, parce que Macron et la Macronie est en panique, parce que les scandales, ils sortent tous les jours. Je ne sais pas comment ils vont s'en sortir à la longue, mais c'est grâce aux médias principaux qu'ils arrivent à étouffer tout ça, parce que personne ne parle de rien ou désinforme. Mais là, ils sont là avec des couverts sur toutes les marmites qui sautent. Et puis, là, ils n'en peuvent plus. Alors, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir supprimer toute parole. Alors, quand vous dites, on ne vous trouve pas, c'est difficile de vous trouver. Oui, parce qu'avant, j'avais une page Facebook. Elle a été fermée. C'était en juillet 2021, ça fait plus d'1 an. Et vous savez pourquoi on m'a fermé ? Je faisais appel à la haine et à la violence. Hein. Est-ce que j'ai une tronche à faire appel à la haine et à la violence ? Non, mais il faut rire de temps en temps, mais bon, toujours est-il qu'elle est toujours fermée. Sur Twitter, peut-être vous pourrez revenir. J'ai un compte Twitter, mais je ne l'utilise jamais parce que je n'aime pas Twitter. C'est un peu quelque chose de trop réactif. J'aime les choses plus posées. Bon.
Après, quand j'ai été interviewé par plein de chaînes alternatives, au début, ça sortait sur YouTube. Ça faisait 1 million de vues à chaque fois en une semaine. Alors là, ça les a énervés. Donc maintenant, quand il y a Perron, il y a un ordinateur. Perron, c'est un mot-clé, tchic, on tire dessus. Une fois, je sortais d'une émission de télévision alternative et puis la journaliste me dit « Oh là là, on a tenu 1 heure sur YouTube ». Je dis « Ah bah 1 heure, c'est un succès ». Parce que... Avant qu'elle soit supprimée. Oui, c'est-à-dire que je pense qu'ils ont maintenant ils ont des ordres. Si Perron apparaît quelque part, alors maintenant YouTube, je suis censuré. Ils commencent à bloquer tous les médias alternatifs, les chaînes comme TV Liberté. Quoi. Je rends hommage à toutes ces chaînes de télévision qui font un énorme travail journalistique, qui font le vrai travail journalistique que ne font plus les journaux des médias de grand chemin, là. Justement, revenons sur Martin Hirsch, dont on a parlé donc au début. Martin Hirsch a annoncé publiquement, donc le 17 décembre 2020, avoir mis à vos fonctions de chef de service des maladies infectieuses de l'hôpital de Garches. Il avait aussi déposé plainte auprès du Conseil de l'ordre des médecins. Didier Raoult a quitté l'IHU de Marseille l'été dernier. Est-ce que c'est une forme de chasse aux sorcières que vous avez vécue tous les deux? Oui, mais c'est évident qu'il y a une chasse aux sorcières, mais ils font que ça. Essayer de faire taire. Alors, il y a des gens, ils ont réussi à faire peur à certains collègues. Bon, je ne veux pas citer de nom, mais j'ai des collègues qu'on voyait souvent sur les plateaux, qui allaient dans notre sens. Les gens disent « Mais pourquoi le professeur machin ne le voit plus ?» Il y en a qui m'ont appelé en disant « Écoute Christian, ça y est, j'ai eu des menaces, j'ai peur, maintenant j'arrête. » Alors, bon, ça c'est... Ils font peur aux gens. Et moi, ils peuvent me faire peur. Moi, j'en ai rien à faire. En fait, c'est eux qui ont peur de moi. C'est pas moi qui ai peur d'eux. Moi, j'ai pas peur d'eux. Là, ils prennent des décisions complètement ubuesques en santé publique. Ils sont incapables de gérer une épidémie. Ils ont pris que les pires mesures de la planète. Et moi, je les ennuie parce que je leur mets le nez dans leur caca et je leur montre. Oui, c'était Coluche qui disait que l'élite en haut ne voyait pas le peuple qui était dans la merde, mais après il disait l'odeur de la merde finit par remonter. Mais là, bon, voilà, c'est du Coluche, mais c'est un exemple. Nous subissons actuellement en France la 9e vague de Covid-19. Elle est où? Les chiffres de contamination sont repartis à la hausse. Faut-il s'en inquiéter? Je vais vite aller m'acheter une planche de surf à côté. Je ne sais pas si c'est un magasin de sport là, pour surfer sur la Xème vague. Non, il faut arrêter. D'abord, les chiffres, ce n'est jamais des malades, ce sont des cas. Et tant qu'on fera ces PCR bidons, je ne veux pas rentrer dans les détails techniques. Là, bon, la PCR, c'est un test diagnostique. On amplifie le virus, son ARN, des millions de fois pour chercher des petites quantités. Mais déjà... L'inventeur de la PCR qui a eu le prix Nobel, je crois que c'était Kary Mullis, qui était un gars de Californie. Malheureusement, il est mort juste avant le Covid. C'est dommage parce que ça, il le disait toujours. On ne doit jamais faire de PCR en dépistage systématique en population générale chez des gens qui n'ont pas de symptômes. C'est un non-sens scientifique puisque là, il y a toujours des faux positifs dans la PCR. C'est la limite de la technique. Il y a un petit pourcentage où c'est faussement positif. Donc, la PCR doit être utilisée par un médecin quand il a un cas clinique où il y a des signes cliniques évocateurs de la maladie, des signes radiologiques. Bon, il dit à 90%, c'est un diagnostic de Covid ou de tuberculose. Et je vais faire une PCR pour confirmer. Bon, si la PCR est positive, ça va être un argument de poids pour... Parce que quelquefois, pour certaines maladies, on n'a jamais la confirmation complète scientifique. La médecine, c'est un art, ce n'est pas une science exacte. Le médecin doit savoir jouer avec un petit pourcentage d'imprécision. On le fait tous les jours en médecine. Donc voilà, la PCR, normalement, on ne l'utilise jamais en dépistage de masse. Qu'a fait Olivier Véran? Allez, tout le monde, vous avez croisé votre chien qui éternuait, vous faites la PCR. 2 cas de PCR positifs dans une école, plus un prof, on ferme l'école. Après, il y a les ministres qui arrivent sur les plateaux. Regardez, heureusement qu'on est là. On a fermé 1000 classes en France. Vous vous rendez compte, il y avait des épidémies partout. Puis on va dans les écoles, mais ils sont où les malades? Tout le monde allait parfaitement bien, mais c'était des PCR positifs. Alors, je ne suis pas un dénégateur, l'épidémie continue, elle a toujours continué, il y a eu effectivement des vaguelettes. Malheureusement, il y a eu des morts à chaque fois. Il faut rendre hommage aux décédés, à leurs familles, parce que c'est dramatique, beaucoup n'auraient jamais dû mourir.
Ceux qui étaient à risque, c'était quand même des gens très, très âgés, plus de 85 ans, pas des petits obèses, mais vraiment des grands obèses, ou des grands diabétiques, des gens avec des maladies cardiaques sévères. Il y a des traitements qui marchent. L'hydroxychloroquine, maintenant, c'est prouvé. L'ivermectine, c'est archi-prouvé. D'ailleurs, dans mon livre, je parle du scandale. Alors, on y reviendra peut-être entre Andrew Hill et Tess Lawrie, un débat qui prouve que l'ivermectine marche. Donc, on n'aurait jamais dû... Tout ça, c'est instrumentalisé. On nous fait croire qu'il y a des vagues et des vagues et des vagues. Et là, il suffit de pousser à ce que les gens, on leur fait peur. Ils refont tous des tests et hop, on va voir encore un rebond. Mais de toute façon, ces rebonds, ils sont toujours de moins en moins virulents. Maintenant, les Covid que vous voyez pour la plupart, moi j'en ai eu quelques cas autour de moi récemment, c'est des rhumes, des bronchites, un peu de fatigue. Et puis les gens qui se traitent, qui prennent l'ivermectine, de la vitamine D, du zinc, ou même vous pouvez prendre de la nigelle, c'est le cumin noir, parce que l'artémisia est interdite en France, une plante interdite, donc c'est une plante merveilleuse, mais... Bon, il y a la nigelle, il y a une étude randomisée au Pakistan qui avait montré que ça marchait. Donc, il y a des tas de produits qui marchent, c'est prouvé. Vous-même, vous avez attrapé le Covid? Oui, je l'ai fait au moins 3 fois. Et alors? Chaque fois, la première fois, je n'étais pas bien du tout. C'était en 2020? Oui, c'était en 2000. La première vague, là, c'était vraiment... J'étais cloué avec de la fièvre, je ne pouvais pas me lever. Et bon, moi, j'ai pris de l'hydroxychloroquine et puis de la nigelle. Et puis, en 2 jours, j'étais ressuscité, quoi. C'était spectaculaire, comme tous les gens qui ont pris les traitements. Alors, ces traitements ne marchent bien que si on les donne précocement. Parce que, vous vous souvenez, il y a eu des études bidons qui essaient de discréditer ces traitements précoces en les donnant très tardivement. Si vous les donnez au bout d'une semaine, quand la personne est en train d'étouffer, qu'elle va passer en réanimation, là, c'est sûr que vous pouvez publier sur 100 personnes, vous allez démontrer que ces médicaments ne marchent pas. C'est le même exemple avec la grippe. Vous savez, la grippe, il y a un médicament qui marche très bien, qu'on appelle le Tamiflu. Si vous avez une grippe un peu sévère, si vous prenez le Tamiflu dans les 48 premières heures, alors c'est pas facile d'avoir un rendez-vous avec son médecin en moins de 48 heures quand on est malade et que... Donc, souvent, justement, les gens n'ont pas accès au traitement à temps. Si vous le donnez après 48 heures, le traitement de la grippe ne marche presque plus. Et si vous le donnez au bout d'une semaine, c'est l'effet zéro. Et ça, vous pouvez publier à ce moment-là plein d'études randomisées qui montreront que le Tamiflu ne marche pas dans la grippe, mais ce serait une imposture. Vous savez, la manipulation des études, elle est terrible. Tout récemment, il y a une étude comme l'ivermectine, c'est tellement évident que ça marche, on a toutes les preuves. Il y a quelqu'un qui a voulu faire une étude randomisée pour casser l'ivermectine. Alors le titre, évidemment, les journalistes ont relayé, ça y est, maintenant c'est démontré, l'ivermectine ne marche pas. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a 25% de malades graves en plus dans le groupe ivermectine. C'est colossal. Je veux bien que quand on fait un tirage au sort, quand on fait une étude clinique, on fait le tirage par strate, c'est-à-dire qu'on a pari pour qu'il y ait à peu près la même proportion de formes graves, de formes bénignes dans les 2 groupes, de certains facteurs de risque pour ne pas déséquilibrer l'étude. Donc, c'est-à-dire que l'étude a été très mal conçue. C'était une étude vraiment très bas de gamme qui n'a pas pris ses précautions élémentaires. Et puis, quand on regarde après, on voit que les patients étaient traités en moyenne après 6 jours. 6 jours, ce n'est pas un traitement précoce, il ne faut pas se moquer du monde. Alors, vous voyez, là, on met un gros titre, ça y est, c'est démontré, ça ne marche pas. On regarde l'étude, c'est vraiment infâme. Vous dites que tous les experts qui étaient opposés donc, à l'ivermectine, à l'hydroxychloroquine, étaient manipulés, étaient corrompus? Alors, je ne dis pas que tout le monde... Il y a de l'influence de corruption sur les leaders d'opinion majeurs, qu'en anglais ils appellent les KOL, les Key Opinion Leaders, qu'il y a dans tous les pays. Il n'y a pas qu'en médecine, c'est partout, dans le bâtiment, dans l'armement, dans tous les domaines, dans l'agriculture, tout ce qu'on veut, les pesticides. Alors, en médecine, bien sûr... Et vous-même, Christian Perron? Oui, mais moi j'ai travaillé pour l'industrie. Non, mais je le reconnais, mais quand vous êtes... Est-ce que vous avez des conflits d'intérêts? Actuellement, dans des années, j'en ai plus du tout. Mais même avant d'être professeur, quand l'industrie vous repère, tiens, le petit gars, il a l'air intelligent, il est bien aimé par ses collègues, il commence à avoir un certain renom dans la spécialité, ils viennent tous vers vous pour vous inviter. Tiens, est-ce que vous ne voulez pas nous aider à rédiger un rapport sur tel médicament ou à présenter des données dans un congrès? Et vous êtes rémunéré quand vous faites ça. Moi, je l'ai fait. Puis en plus, à l'époque, si
les seuls qui avaient le respect de leurs collègues dans les sociétés savantes, c'était ceux qui étaient invités partout par l'industrie, parce que comme la plupart des congrès sont complètement sponsorisés par l'industrie, on met en avant les gens qui vont en faveur des labos. Donc on les met présidents de telle session, de tel symposium où on va c'est le serpent qui se mord la queue. Faire en sorte que tout le monde aille assister au symposium du grand professeur Tartampion. J'en ai même vu, moi, sur les vaccins, dans des congrès internationaux, où le même était payé par un fabricant de vaccins, parce qu'il y avait 2 vaccins concurrents, je me souviens. Je ne dirais pas de nom pour ne pas avoir d'ennui avec la justice, mais pourtant tout ce que je dis est vrai. Hein. Il y avait 2 vaccins qui sortaient en même temps, qui se faisaient une guerre d'enfer pour les parts de marché. Et le même gars, il disait, il démolissait un vaccin pour dire que l'autre était génial en séance plénière. Il y avait la pause café. 2e séance plénière avec les mêmes participants, il disait l'inverse. Je dis, mais comment ce gars-là, il arrive à dormir le soir, quoi? Donc voilà, il y a des leaders d'opinion majeurs qui sont manipulés. Il y a les congrès, beaucoup de sociétés savantes vivent de dons, de l'industrie pharmaceutique. Et vous-même, vous avez travaillé pour quel laboratoire? Moi, à l'époque, j'avais travaillé surtout sur les antibiotiques. Donc, j'avais dû travailler un peu avec... qu'est-ce qu'ils fabriquaient? Il y avait Bicham, mais c'est des labos qui ont disparu, qui ont été rachetés par... mais c'est des laboratoires qui n'existent même plus aujourd'hui. Je cherche le nom. Il y avait Lederle, il y avait Bayer aussi. Il y avait plusieurs labos comme ça avec qui j'avais travaillé à l'époque. Mais après, quand j'ai dû prendre des responsabilités, parce que j'ai été nommé président de commission qui jouait un rôle majeur pour décider en santé publique et surtout sur le vaccin, là, j'ai arrêté progressivement et puis totalement d'avoir des conventions avec l'industrie. J'ai continué encore pendant quelques années à me faire inviter dans les congrès. Ça permettait de voir un peu... De toute façon, tout le monde était invité partout. Et puis après, même les congrès, j'ai arrêté parce que... on ne le voit pas quand on est jeune, qu'on est manipulé dans les congrès, parce que tout le monde est là. C'est la grande réunion. On échange c'est un entre-soi, quoi. Grande réunion, on échange plein d'informations scientifiques, mais on s'aperçoit que quand on sait maintenant qu'ils sont capables de manipuler les études cliniques, la façon dont une étude est conçue, que vous faites l'évaluation à tel jour plutôt que tel jour, ça va changer complètement les résultats. La façon de faire l'analyse statistique, si vous avez un très bon statisticien, un informaticien, vous lui demandez quasiment, voilà le résultat que je veux, alors tu te démerdes, tu me trouves ça, il le trouve. Et puis si, moi je le sais parce que c'est des anciens de l'industrie pharmaceutique que j'ai eu comme malades ou qui m'en ont parlé, je ne citerai pas de nom, mais qui m'ont dit, vous savez, M. Perron, j'ai travaillé toute ma vie dans l'industrie. Si vous saviez toutes les études qu'on a trafiquées, parce que pour avoir l'autorisation de mise sur le marché, il y avait un sous-groupe de patients qui nous embêtait parce que ils changeaient le résultat global de l'étude. On vire le sous-groupe sur l'ordinateur et puis voilà, l'étude redevient significative et on a l'autorisation de mise sur le marché. Et ça, vous savez, je connais tellement le milieu de l'intérieur que moi, je pourrais en balancer encore plus, mais je vais pas nuire à des gens qui sont peut-être retraités maintenant, mais tout ce que je raconte, je sais que c'est vrai. D'ailleurs, ça m'a été confirmé par plein de gens de l'industrie. Et quand l'histoire de transparence santé, c'était bien, c'était la loi Bertrand, on devait déclarer tous ces conflits d'intérêts. Donc, vous déclarez les frais d'hôtel, d'avion, les honoraires pour des travaux précis. Mais après, quand vous signez des conventions, ça peut être des sommes colossales. Une convention, ça peut être 1 million d'euros pour mener une étude clinique. Donc, dans la convention, bien sûr, vous ne mettez pas 1 million d'euros dans la poche, mais il y a quand même des honoraires prévus pour vous. Mais c'était obtenu à la dernière minute, quand la loi Bertrand est sortie après l'affaire du Mediator. Il y a des lobbyistes qui ont fait passer un amendement pour que la somme des conventions ne figure plus sur Transparence Santé. Donc, vous avez le docteur Trucmuche, il dit, voilà, j'ai touché 10 000 euros de tel labo, etc., et 50 000 euros et 100 000 euros. Puis, on voyait qu'il a 20 conventions avec plein de labos. Mais on ne sait pas les sommes. Et en plus, alors moi, je le sais, j'ai des copains au plus haut niveau de l'industrie pharmaceutique mondiale. Ils m'ont tous dit, mais vous savez... Christian, là, quand il déclare 10 ou 100 000 euros, ça c'est le pourboire parce qu'il touche des millions sur des comptes offshore. Bon, c'est un secret de polichinelle. Même au Conseil de l'Ordre, quand j'y étais allé, ils le savaient, mais ils disaient, nous, on ne peut rien faire, on sait que ça existe, mais on est... voilà. Donc tout ça se sait. Moi, quand j'étais à l'ONU pour me battre avec un groupe d'experts international pour reconnaître la maladie de Lyme,
le rapporteur spécial de l'ONU à Genève m'a dit, mais vous savez, l'industrie pharmaceutique, on le sait, c'est la plus grande source de corruption au monde, la plus grande, avant toutes les autres industries, c'est énorme. Avant même le pétrole, l'armement, le bâtiment et les pesticides, c'est colossal. Donc tout ça, tout le monde sait que ça existe. Alors, faut rendre hommage à l'immense majorité des médecins qui ne sont pas du tout corrompus, heureusement, qui sont tout à fait de bonne foi, mais ils se laissent manipuler. Quand vous avez un grand professeur qui a pignon sur rue qui dit « voilà la vérité », puis que vous avez une publication dans un grand journal médical, on peut se rendre compte a posteriori que cette publication a probablement été manipulée, tout le monde dit « ben voilà, ça c'est la vérité », et puis on suit. Et puis il y a beaucoup de... Il faut voir même des journaux de vulgarisation, parce que beaucoup de médecins qui sont sur le terrain tous les jours, il y en a qui ne parlent pas bien anglais, ont du mal à lire, parce que toutes les publications scientifiques sont en anglais maintenant. Donc il y a des journaux de vulgarisation en français qui font un petit peu l'état des publications régulièrement. Mais tous ces journaux sont entièrement financés par l'industrie pharmaceutique. Donc il n'y a aucune voix indépendante, sauf la revue Prescrire, hein, qui est indépendante, mais à part ça, il n'y a aucune revue indépendante. Donc on peut manipuler comme on veut. Et même si ce n'est pas un journal médical, ça peut être un journal grand public, un média grand public, indépendamment du fait que Macron a donné 3 milliards d'euros aux médias principaux en 1 an et demi, 3 milliards, alors on pourrait construire des hôpitaux et payer des infirmières avec ça. Hein. C'est quand même honteux. Même l'industrie pharmaceutique est un sponsor important de beaucoup de médias. Alors, ils ne font pas de la pub parce qu'en France, c'est interdit de faire de la pub directement pour un médicament, sauf pour certains médicaments de base. Enfin, c'est assez réglementé. Mais ils vont financer un article qui va dire, ben voilà, dans le diabète, dans l'hypertension artérielle, dans le machin, le professeur machin dit que cette telle stratégie, c'est la meilleure. Donc, c'est glissé comme ça de façon insidieuse dans des articles pseudo-scientifiques. Mais ça, c'est un lobbying énorme et ça permet de manipuler les lecteurs parce que on croit que c'est une revue totalement indépendante. On voit le professeur machin qui est très réputé qui dit ça, donc c'est la vérité. Et voilà, c'est une énorme manipulation partout. Et moi, je ne m'en étais pas rendu compte au début, puis je m'en suis rendu compte petit à petit, puis maintenant j'ai un tel recul que j'étais dans le système, c'est pour ça que je connais, que ça me saute aux yeux partout et je n'ai plus confiance du tout dans ce système qui est pourri jusqu'à l'os. Hein. Faut-il, reparlons du Covid-19 et de la fameuse 9e vague, faut-il obliger la population à porter un masque dans les transports et dans le métro ? Les masques, ça ne sert à rien, c'est démontré. Alors, je parle en population générale. C'est-à-dire, c'était démontré lors de la première vague au Danemark. Puis après, je crois qu'à Hong Kong, ils ont fait une autre étude. Au Danemark, ils avaient fait une étude randomisée. Ils ont comparé des volontaires qui se masquaient, d'autres qui ne se masquaient pas, des milliers de gens. Et finalement, là, il n'y avait presque pas de différence entre les deux groupes. Donc maintenant, c'est démontré. Alors quand l'autre jour, l'Académie de médecine a dit qu'il fallait remasquer parce qu'il y allait avoir la 9e vague, j'ai dit, ils lisent les publications, ils sont au courant. C'est quand même impensable qu'un établissement qui devrait être respectable comme l'Académie de médecine dise des sornettes pareilles. Alors, le masque, en plus, c'est moi qui m'étais battu pour le masque à l'hôpital. C'était au début du sida, avant les trithérapies. Vous savez, les gens qui souffraient du sida faisaient beaucoup de tuberculose. Et comme... je ne sais pas pourquoi, avant, les tuberculeux étaient isolés dans les sanatoriums ils étaient contagieux pour ne pas contaminer d'autres personnes. Après, quand il y a eu les traitements modernes de la tuberculose, c'est vrai que si la personne prenait bien son traitement, elle était plus contagieuse assez rapidement. On a totalement oublié, par exemple, les mesures d'isolement dans la tuberculose. Et moi, quand j'ai commencé mes études de médecine, puis que j'étais étudiant interne dans les services de maladies infectieuses à Paris, il y avait 2 hôpitaux. Il y avait l'hôpital Claude Bernard et l'hôpital de l'Institut Pasteur, mais c'était des structures où les patients étaient isolés en chambre individuelle, avec des larges aérations. Les patients étaient isolés, ils avaient des chambres qui donnaient sur des balcons pour respirer à l'extérieur. Tout ça, on a supprimé ça. On a fait des hôpitaux qui sont des tours de 20 étages. Quand je suis passé, par exemple, de l'hôpital Claude Bernard, où tout était... chaque malade avait sa salle de bain, sa baignoire, il y avait 3,50 m sous plafond, des petits pavillons isolés avec les maladies séparées géographiquement. L'hôpital faisait 800 mètres de long, quoi. On y allait à vélo de temps en temps pour les gardes, mais c'était
magnifique sur le plan prévention, intelligence de gestion de l'épidémie. Après, ils ont déménagé ça à l'hôpital Bichat. Moi, je me souviens, quand j'ai travaillé, on avait ouvert une unité d'infectieux au 12e étage de la tour. Quelquefois, quand j'avais oublié quelque chose dans l'ancien hôpital Bichat, que je prenais l'ascenseur, il fallait quelquefois un quart d'heure d'ascenseur parce qu'il s'arrêtait à tous les étages, c'était plein craqué. Et là-dedans, il y avait des tuberculeux contagieux qui n'étaient pas isolés, il y avait des immunodéprimés qui venaient d'avoir une transplantation rénale, des cancers qui avaient des chimiothérapies, et tout ça faisait la queue en radiologie joyeusement. Et moi, j'étais scandalisé. Et j'avais travaillé, j'étais tout jeune, un jeune assistant, j'avais travaillé avec dans des groupes de travail pour le ministère de la Santé pour faire recommander l'isolement des tuberculeux dans leur chambre tant qu'ils étaient contagieux, parce qu'on pouvait vérifier par les prélèvements qu'il n'y avait plus beaucoup de bacilles dans leur crachat, et que quand un soignant ou un visiteur entrait dans la pièce, que le malade et le soignant portent un masque. C'est une évidence, parce que là, on diminue la quantité pour la tuberculose, c'est une bactérie, pour le Covid, c'est un virus, mais on ne supprime pas totalement le risque, on diminue beaucoup cet aérosol de particules qu'on peut inhaler massivement. Et alors, même si l'effet n'est pas 100%, en réduisant beaucoup la quantité inhalée, on réduit beaucoup le risque, voire de faire une forme grave. Donc, moi, je m'étais battu et on avait obtenu ces mesures d'isolement sur la tuberculose. Donc, qu'on ne vienne pas me dire que je suis anti-vax, d'ailleurs, c'était reconnu par le Conseil des médecins, le Conseil de l'ordre, que je ne suis pas anti-vax. J'ai toujours été président du comité technique des vaccinations en France pour la vaccination. J'étais vice-président à l'OMS pour les vaccins, pour le groupe d'experts pour l'Europe. Donc, on m'a taxé d'anti-vax, c'est totalement faux. Je suis anti un produit qui n'est pas un vaccin, qui est un produit expérimental. Ça n'a rien à voir. Et je n'ai jamais été anti-masque. C'est moi qui ai fait si les journalistes faisaient leur travail, ils chercheraient que j'avais participé de façon très active à un groupe où il y avait des gens de l'époque de l'Institut de veille sanitaire, du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et de la Direction générale de la santé. Et il y a eu des mesures sur la mise en place des masques dans les hôpitaux. Mais le masque en population générale, c'est une immense foutaise. Alors que quelqu'un qui a des signes respiratoires mette un masque, se désinfecte les mains pour aller dans le métro, je trouve ça tout à fait justifié, parce que c'est pour... Normalement, bon, si on a des gros signes respiratoires, il vaudrait mieux rester chez soi. Mais enfin, si on a un rhume, on peut quand même prendre le métro et qu'on prenne des précautions. C'est du bon sens. Que quelqu'un qui se sente très fragile et qui a peur dans un lieu très clos comme ça, comme le métro, un train, mette un masque de façon transitoire et se désinfecte les mains, pourquoi pas, mais à condition que ce ne soit pas obligatoire, que ce soit un choix personnel. Mais obligé comme ça, 135 € d'amende. Vous vous souvenez, là, c'était comme dans les bandes dessinées, là, il y avait un couple avec leur chien qui était sur une plage, il n'y avait personne à 1 kilomètre à la ronde, puis il y avait des gendarmes avec des drones ou des jumelles qui étaient là, les coincer, courir après pour leur mettre une amende parce qu'ils allaient contaminer les mouettes au bord de la plage. Bon, mais on est tombé dans un tel délire que je ne sais pas comment toutes ces personnes qui ont pris ces décisions peuvent encore dormir le soir, quoi. On a maltraité le peuple français, on a maltraité les enfants. Regardez maintenant les suicides d'enfants, c'était du jamais vu, les suicides d'adolescents, tous ces étudiants déprimés. Et d'ailleurs, ça rejoint, je n'avais pas vu tout ça au début du Covid, mais quand j'ai vu la façon dont on a masqué les enfants, qui ont perdu tout pouvoir d'acquisition, même du langage, une chute du niveau dans les écoles, dans les universités, c'est dramatique. Et les autres, ils sont là, ils se réjouissent. Pourquoi ? Parce que ça a été dit, il y a je ne sais plus quel auteur qui a écrit un livre là, sur la fabrique des cancres. Tout ça, ça fait déjà des années qu'on programme. La fabrique du crétin digital ? Je ne sais plus, il y en a plusieurs titres. Mais on est en train d'organiser la baisse du niveau d'éducation des populations pour mieux les contrôler. Hein, c'est du Orwell là, qu'on vit actuellement. Donc vraiment, c'est des mesures qui ont été vraiment extrêmement violentes. Regardez, je ne sais pas si vous vous souvenez, la tête qu'avait Emmanuel Macron, c'était à l'automne de l'année dernière, 2021, donc quand il a annoncé publiquement à la télé qu'il allait remettre le masque obligatoire à l'école. Il était là, il jouissait. Il avait un visage de jouissance, de dire, tiens, on va martyriser les enfants. Regardez bien cette vidéo, elle est impressionnante. On a fait énormément de mal au peuple, les faillites,
Alors, il y en a qui ont été aidés, il y a des restaurateurs, des petites entreprises qui ont reçu des subventions. Moi, je connais des restaurateurs qui ont crevé la gueule ouverte, là, et ils ont dit, pourtant, on a fait un dossier comme ça, mais il manquait un papier. Et dans certaines régions, c'était un peu à la tête du client. Il y en avait qui avaient l'indemnisation, d'autres qui ne l'avaient pas. Là, il y a des milliers de PME qui ont mis la clé sous la porte ou qui sont en train de la mettre. Bon, maintenant, avec l'électricité, ça va être encore pire. Parce que comme le Covid ne fait plus assez peur, on nous fait peur avec l'énergie, bientôt le changement climatique. On voit que tout ça, c'est organisé pour nous faire peur, continuer à nous asservir. Pour moi, ça me saute aux yeux. 3 ans après le début de la pandémie, la Chine n'a que 5200 morts au compteur, mais elle n'est toujours pas sortie des confinements. La colère semble gronder là-bas. Même l'ambassadeur chinois en France l'a reconnu. Qu'en pensez-vous ? Pour moi, en Chine, c'est plus le Covid. C'est de l'instrumentalisation politique pour dominer les populations. Parce qu'il ne faut pas me faire rigoler. Quand au début de l'été, il y avait eu quelques cas de PCR positifs, on n'est même pas sûr que c'était des malades dans une université. D'un seul coup, il y a tout un campus avec des milliers d'étudiants qui ont été encerclés presque avec les barbelés, qui ne pouvaient plus sortir. On leur avait dit qu'ils seraient confinés jusqu'au mois de décembre. Ça, heureusement, il y a eu tel mouvement de manifestations dans l'université que les autorités ont fait un peu reculer. Là, c'est pareil, il suffit qu'il y ait quelques cas dans une ville, on fait ville morte, on empêche les... Vous vous souvenez de ces scènes où les gens étaient enfermés dans des tours? Le gouvernement leur a dit ils n'avaient plus le droit de sortir. La police était devant les portes Ils mettent des chaînes. Avec des chaînes et ils étaient armés dehors. Et au début, alors les autorités ont dit, ne vous inquiétez pas, on va vous apporter à manger. Alors, au début, ils ont eu un peu à manger, puis après, les gars qui apportaient à manger, ils gardaient la bouffe pour eux ou ils la revendaient au marché noir. Et il y a eu des gens qui étaient affamés dans les tours, qui criaient aux fenêtres. Mais ça n'a plus rien à voir avec le Covid. C'est évident que c'est une utilisation de comment on fait depuis le début, on utilise ce virus pour faire peur aux gens. Et là, ce qui se passe en Chine, c'est expérimental, parce que quand on regarde en Inde, au Vietnam, tout ça, maintenant qu'ils ont arrêté d'inoculer des pseudo-vaccins qui donnent de l'ivermectine ou des produits naturels à tout le monde, l'épidémie, il y a encore quelques cas, mais il n'y a plus de morts, tout va bien. Mais quoi, c'est la stratégie zéro Covid que vous mettez en cause ? C'est pas zéro Covid, c'est de la stratégie normale de gestion de n'importe quelle épidémie. Une épidémie, vous isolez les malades. Vous isolez pas la population qui va bien. Il faut être tombé sur faut être frappadingue pour prendre des mesures de confinement généralisé. C'est jamais vu dans l'histoire de la médecine. On isole les malades. Quelques jours, le temps qu'ils soient contagieux, on ne les isole pas pendant un mois. Quelques jours, ça suffit. En plus, il ne faut pas les isoler trop, parce que quand on voit que les EHPAD, on a isolé les gens pendant des mois, on a empêché la famille de venir, et qu'on a laissé ceux qui n'ont pas été achevés avec le Rivotril, ils sont morts de chagrin parce qu'ils ne voyaient plus leur famille. C'est honteux comment on a maltraité aussi. Je parlais de la maltraitance contre les jeunes, mais la maltraitance contre nos anciens, c'est aussi horrible. Une civilisation qui maltraite ses anciens, c'est plus humain. Voilà, alors c'est très important tout ce qu'on a subi pendant cette crise. Et vous disiez juste avant que je parle des EHPAD... Je parlais de la stratégie zéro Covid. Ah oui, zéro Covid. Oui, c'est ça, c'est pas zéro Covid. Le Covid, il y en aura toujours, puisque le virus, les coronavirus, ils mutent. Ils sont de moins en moins virulents, comme n'importe quel virus qui s'habitue à l'homme. Il va continuer, peut-être pendant 10 ans, à circuler, à donner de temps en temps une bronchite, un truc. Il y aura une fois exceptionnellement une forme grave. On sait qu'il y a des traitements, mais on nous empêche de les utiliser. Donc, c'était la politique zéro Covid en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Et zéro Covid, ça ne veut rien dire. Dites la politique zéro syphilis, la politique zéro sida, la politique zéro tuberculose. Ça, c'est un fantasme. C'était de fermer totalement les frontières aussi. Et ça, c'est des prétextes pour faire peur aux gens, les enfermer, les réguler. Mais ce n'est pas... aucun spécialiste de maladies infectieuses qui a un peu d'expérience, aucun épidémiologiste peut parler de gestion zéro maladie. Parce que les microbes, ils sont là, ils sont partout. Et ceux qui vont gagner des ronds. C'est vrai que votre corps humain, il est fait de plus de cellules microbiennes. Oui, par exemple, la Nouvelle-Zélande ou l'Australie, qui sont des îles, Mais l'Australie, c'est un pays où la population n'est pas très nombreuse. Bon, ils sont isolés sur la bande côtière. Ils ont fermé les frontières totalement. Il n'y avait plus un seul avion qui arrivait. Donc, ils ont fait une espèce de contrôle géographique. Ça peut tenir un certain temps, mais on ne peut pas tenir un virus, une bactérie comme ça. Oui, quand une épidémie éclate soudainement avec beaucoup de morts,
en fait, dans une région localisée du globe, qu'on ferme les frontières pendant 15 jours, un mois, pour essayer de gérer, de mettre en place cette politique d'isolement et de traitement, qu'on aurait pu mettre tout le monde sous hydroxychloroquine à l'époque, c'était l'évidence même, et le surveiller, parce que c'est un produit qui était en vente libre, hein, je rappelle, depuis 50 ans ou plus. Donc, qu'on fasse des mesures un petit peu pas de confiner la population, mais de limiter les transports, etc. Au début, ça peut avoir un sens, mais ça ne doit pas durer très longtemps. Est-ce qu'il fallait faire comme la Suède, finalement? Est-ce que le modèle le plus enviable, c'est la Suède? La Suède a fait parfaitement par son refus du confinement. C'était là une chose très intelligente de laisser le virus circuler, parce que ce virus, même à la première vague, bon, la mortalité était un petit peu excessive à la première vague, mais après, il n'y a plus d'excès de mortalité. Ce n'était pas un virus si dangereux. Et on connaissait les facteurs de risque, on avait les traitements. Donc, laisser circuler le virus pour avoir une immunité naturelle, bien entendu, c'était la meilleure stratégie, quitte à dire aux gens qui avaient des gros facteurs de risque, faites attention, sortez pas trop de chez vous, isolez-vous s'il y a des cas de malades dans l'entourage. C'était du bon sens. De faire confiance à la population. De faire confiance à la population, que les gens sont pas idiots, ils savent très bien comment se protéger, ils ont un instinct naturel pour ça. Après, où j'en veux un petit peu au gouvernement suédois, et c'est là où il aurait pu être le champion du monde s'il l'avait fait, c'est qu'il a dissuadé l'utilisation de l'hydroxychloroquine. Et ça a été très dommage, parce que les Suédois n'ont pas été traités. Mais quand on regarde sur le plan du confinement, on s'aperçoit qu'effectivement, la Suède a eu de bien meilleurs résultats. Et la France a toujours été en position catastrophique dans le classement des pays dans le monde, avec des résultats extrêmement mauvais. Et ce qui m'a frappé dès le début, ça m'a sauté aux yeux dès le début, c'est que cette épidémie ne frappait ou ne donnait des cas sévères et des décès en masse que dans les pays riches. C'est quand même bizarre, on pourrait se dire c'est les pays pauvres, un peu dénutris, qui vont plus mourir. Ben, pas du tout, parce que les pays pauvres, bon, il y a l'Afrique et certains pays en Amérique du Sud, il y a de l'Asie. D'abord, ils ont tous utilisé la chloroquine et l'hydroxychloroquine de façon massive. Je peux vous dire que les Africains, ils se moquaient bien de nous, hein, parce que j'avais des contacts en Afrique, y compris en Afrique du Nord aussi. Ils utilisaient les plantes, toute la médecine naturelle. Regardez ce qu'ils ont fait à Madagascar, au Sénégal, en Asie. Ils ont utilisé beaucoup l'artémisia au Vietnam, au Pakistan et en Inde. Ils ont utilisé la nigelle. Donc, pour certains de ces produits, il y a eu des études, pas pour tout. Enfin, les résultats sur le terrain ont été remarquables. Alors, il y a des gens qui vont dire, oui, c'est parce qu'en Afrique, ils ne rapportent pas les cas. Je suis désolé, les Africains n'ont pas caché les cadavres sous le tapis, comme on l'a fait en Occident, parce qu'il fait chaud. Mais quand on compare des pays qui ont eu des très bons résultats, des mauvais résultats, température ou climat égal, on voit des différences énormes qui ne sont pas dues au climat, mais dues à la gestion. Et puis moi, ce qui m'avait frappé dès le début, je dis, mais c'est pas possible, il y a autant de morts en France, qui est maintenant un petit pays quand même, que dans tout le continent africain. Et dans tout le continent africain, il y a autant de morts en Afrique du Sud, dans un seul pays, que dans le reste de l'Afrique. Et l'Afrique du Sud, on sait que c'est le pays qui était le plus sous l'influence des lobbies pharmaceutiques occidentaux. Alors là, quand on voit ça, on se dit, tiens, il y a un problème. Alors après, il y a deux pays qui m'ont interpellé, parce que c'était un peu tout et son contraire, c'est les États-Unis et le Brésil. Parce que les deux présidents n'ont pas voulu prendre des décisions, ils ont laissé un peu les choses se faire comme ça. Il y a eu des résultats extrêmement différents selon les régions. Aussi, il y a, par exemple, aux États-Unis, il y a des médecins, des États qui ont été à fond pour traiter par l'hydroxychloroquine et qui ont eu des super résultats. Puis d'autres États, c'était quasiment interdit, ils ont eu beaucoup de morts. Il y a eu la même chose au Brésil. Donc c'est dommage parce que ces deux États fédéraux, c'est parti un petit peu dans tous les sens, c'était très hétérogène. L'Inde, c'est un grand État fédéral. Ça marchait très bien quand ils donnaient l'hydroxychloroquine, antibiotiques et tout ça à tout le monde. Ça a commencé à dérailler, comme au Vietnam, quand pendant quelques mois, ils ont vacciné à fond. Alors en Inde, ils l'ont fait que dans 3 États, pas dans toute l'Inde. Et dans ces 3 États, dès qu'on a vacciné, boum, on a vu l'épidémie apparaître, flamber de morts. Et heureusement, là, le gouvernement fédéral a été intelligent, a dit, bon, on arrête les frais de ces inoculations qui ne marchent pas et qui sont dangereuses. Et maintenant, ils donnent à tous les Indiens qui sont malades de l'ivermectine, du zinc, un antibiotique et de la vitamine D, et ça se passe très bien. C'est comme vous savez, pour la vitamine D, si vous vous souvenez, il y a
Je me souviens des infectiologues sur les plateaux de télévision l'année dernière qui disaient mais c'est n'importe quoi, la vitamine D ne marche pas. Bon, maintenant, il y a plusieurs études randomisées ou publiées dans des journaux scientifiques et qui disent que la vitamine D a un impact majeur sur le pronostic du Covid. De toute façon, l'industrie pharmaceutique cherche à diaboliser la vitamine D comme ils ont diabolisé les plantes depuis plusieurs années parce que comme la vitamine D, ça renforce les os, mais ça a aussi un effet anti-inflammatoire, anti-infectieux, qui est prouvé d'ailleurs dans la tuberculose et dans d'autres maladies. Ça améliore les maladies auto-immunes. Toutes ces maladies chroniques sont des gros budgets pour l'industrie pharmaceutique. Je pense que ça les embête d'avoir des médicaments pas chers qui préviennent d'avoir des futurs clients, quoi. Moi, j'interprète ça comme ça, parce que moi, je suis scandalisé. Alors, ça a commencé avant le Covid, comment on essaye maintenant de diaboliser la vitamine D. Ça a infiltré la caisse d'assurance maladie qui dit aux médecins non, n'en prescrivez plus. C'est pas montré que ça marche pour l'ostéoporose. On dérembourse des dosages, etc. Et alors que maintenant, pour le Covid, en tout cas, il y a l'évidence scientifique. Donc, vous voyez encore cette manipulation qu'on a pu observer. Après 3 ans de crise sanitaire, qu'est-ce qu'aurait dû faire Emmanuel Macron pour gérer dès le début et limiter la... Emmanuel Macron aurait dû faire tout l'inverse de ce qu'il a fait. Déjà, ne pas piloter ça lui-même. Parce que d'emblée, vous avez vu, il a dit « nous sommes en guerre », il l'a répété plusieurs fois, en mettant en place un conseil de défense comme si on était en guerre contre une armée, pour un petit virus qui n'était pas si méchant que ça. Même s'il y a eu des morts, je reconnais, je ne suis pas un dénégateur des morts, et ces morts auraient pu être évitées, c'est pour ça que je suis à l'aise de le dire. Et d'avoir mis qu'il y a une espèce de conseil de défense, on ne connaît même pas la composition, qui décide de tout en court-circuitant le Parlement, qui met en place un nouveau conseil scientifique, alors qu'il y avait déjà des instances qui étaient là. C'est pas parce qu'il y a une nouvelle épidémie qu'il faut mettre en place un nouveau comité Théodule. Il y a déjà suffisamment de comités, de commissions partout. Il faut demander l'avis des experts, des gens qui ont déjà géré des épidémies ou qui gèrent la santé publique en routine. Et puis surtout vérifier que parmi ces membres, ils ne sont pas corrompus, qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts. Là, il y a eu zéro gestion des conflits d'intérêts. Moi, je connais le Haut Conseil de la santé publique. J'ai participé à sa création, parce qu'avant, c'était le Conseil supérieur d'hygiène publique de France, dont j'étais le président. Ça a changé. Mais moi, j'ai participé à la rédaction des procédures, la gestion des conflits d'intérêts, la gestion des avis d'urgence. Rien n'a été respecté. Tout était illégal. Les votes n'ont pas eu lieu. On s'était plaint auprès du Conseil d'État qui a dit « Oh oui, on reconnaît que ça ne se fait pas comme d'habitude, mais c'est normal, il y a urgence. » Donc, on a pris ce prétexte de l'urgence. Et Macron, tout seul dans son coin, avec une poignée de personnes, on sait maintenant qu'il a aussi été conseillé par des cabinets de conseil, parce que c'est pas moi qui le dis, c'est le Sénat. Il a donné plus d'1 milliard d'euros à des cabinets de conseil, dont le principal était McKinsey. Donc, il faut rappeler que un des directeurs en France était le fils de Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel. Là encore, je ne vois pas où il y a un conflit d'intérêts. Si vous voyez, vous me dites. Tout ça me paraît tout à fait normal. Toute cette gestion, elle était à l'envers d'un bout à l'autre. On n'isole pas les cas, on ne les traite pas, on interdit aux patients, aux médecins de traiter, et on confine les gens. Après, on fait des tests qu'on ne doit jamais faire en population générale. On les fait gratuitement au début pour que tout le monde se fasse tester. En plus, on vous rentre des tringles à rideau dans le nez pour vous défoncer la base du cerveau, alors que le virus, il est à la sortie des narines, il n'y a pas besoin d'aller aussi profond. C'est jamais vu dans l'histoire de la virologie. On a vraiment l'impression que tout avait été organisé pour faire les choses de travers, faire diaboliser les traitements qui marchaient. Pourquoi ? Parce que si un seul État avait reconnu que l'hydroxychloroquine ou l'ivermectine marchait, ils ne pouvaient pas commercialiser, même à titre provisoire, leurs produits qu'ils ont appelés vaccins. On peut commercialiser un vaccin sur une maladie pour laquelle il y a un traitement, mais si un vaccin fait dans des conditions normales, c'est-à-dire 10 ans de développement, pas en urgence. On ne peut pas faire ça en urgence s'il y a un traitement. Donc, ils n'auraient pas pu. Et puis en plus, je le rappelais, on ne peut pas obliger à l'injection d'un produit expérimental contre la volonté des gens. C'est contre les lois nationales, c'est contre les traités internationaux, c'est contre le Code de Nuremberg. Et c'est pour ça que je l'avais dit, même devant le Parlement du Luxembourg, il y avait des députés, mais je l'ai dit publiquement, tous les députés en France, dans le monde, qui ont voté, sachant pertinemment que ces lois étaient contre le Code de Nuremberg, un jour, ils vont tous
à titre personnel, être mis en examen devant des tribunaux pénaux, parce que vous savez, quand vous injectez de force par obligation un produit sans le consentement éclairé des gens, c'est assimilable à un crime contre l'humanité. Il ne faut pas tourner autour du pot. C'est extrêmement grave ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que pour l'instant, ils sont embêtés, ils essaient de noyer le poisson. Mais ça va leur péter à la figure, parce que c'est... Et puis là encore, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel ont couvert tout ce qui était illégal en disant non, il n'y a pas de problème, tout va bien. Moi, c'est ça qui me choque le plus, c'est que dans notre pays, qui était une démocratie, jusqu'à pas si longtemps que ça, tout ce qui est illégal est couvert par les instances qui devraient nous garantir la légalité des décisions. Emmanuel Macron est-il le seul président de la République française fautif dans cette gestion? Est-ce que c'est Alors, sur le Covid, oui, parce qu'avant, il y a... Par exemple, dans les tensions dans les hôpitaux. Et sur la case de l'hôpital, ça a commencé avec les ordonnances Juppé. Alors, je ne sais plus l'année, c'était dans les années 90, je ne sais plus, oui, les années 90, je pense. Donc Chirac. Oh, Juppé, ça devait être du temps de Chirac. Ouais, voilà. Après, il y a eu des gouvernements de droite, de gauche, il y a eu aussi la cohabitation. Bon, je ne me souviens plus de toutes les dates par cœur. Mais à chaque fois qu'il y avait un changement de gouvernement, je dis, ah ben chic, le prochain, il va revenir à une gestion plus saine de l'hôpital. Et à chaque fois, ils ont continué la même politique. Je pense qu'il y avait déjà les mêmes cabinets de conseil derrière, les mêmes milliardaires qui leur disaient, il faut casser l'hôpital public. Et moi, je me souviens, quand j'étais étudiant interne, les directeurs d'hôpitaux, ils tremblaient devant les professeurs de médecine. Alors, c'était peut-être exagéré, il y avait peut-être des super mandarins qui se la pétaient, mais il y avait un respect du médecin. Et même quand je suis arrivé à Garches, c'était en 1994, comme chef de service, le comité de pilotage de l'hôpital, il y avait une dizaine de personnes. Il y avait la directrice, un de ses adjoints, et tout le reste, c'était des médecins. Et on s'entendait très bien, on prenait les décisions ensemble. Et d'un seul coup, alors celui qui a fait le plus de tort, c'est Sarkozy, avec sa chère Roselyne Bachelot et la loi HPST, Hôpital, Patient, Santé, Territoire, qui doit dater à peu près de 2009 par là. Et alors là, ça a été le début de la mise à mort, c'est-à-dire que Sarko a dit je veux une seule tête, les médecins, c'est le directeur qui dirige. Alors du jour au lendemain, je n'étais plus quelqu'un de respectable, on ne suivait plus du tout mon avis, je n'avais rien le droit de dire sur la gestion de mon service, on me donnait des ordres. Si je râlais, on me disait râlez toujours, de toute façon on s'en fout de ce que vous dites. Mais c'était violent pour tous les médecins, tous les chefs de service. Puis les réunions de pilotage, alors, pendant qu'ils supprimaient sans arrêt des postes de médecins, d'infirmières, de réduire du personnel partout, dans les services techniques, dans les secrétariats, même chez les soignants, tous les mois, ils embauchaient des nouveaux administratifs, des contrôleurs de gestion, des spécialistes de je ne sais pas quoi, de marketing, des contrôleurs de contrôleurs. Et il y en avait sans arrêt, pendant certaines périodes, tous les mois, il y en avait un nouveau. Veuillez accueillir monsieur machin, madame Tartampion. Et puis, ils ont fait des regroupements d'hôpitaux, soi-disant, pour alléger l'administration, mais en fait, c'était comme un millefeuille. On a gardé le même nombre de gens quelquefois dans les hôpitaux, puis on a embauché des gens pour contrôler. Et on est arrivé par Garches. Maintenant, ça dépend de Kremlin-Bicêtre. On marche sur la tête. Garches, c'est la banlieue ouest au nord de Versailles. Kremlin-Bicêtre, c'est la banlieue sud-est, sud. C'est à des kilomètres. Donc, jamais le directeur de Kremlin-Bicêtre va venir à Garches. Il va venir peut-être une fois par ou deux par an pour dire bonjour, mais l'équipe d'administration de Kremlin-Bicêtre ne connaît pas l'hôpital de Garches, c'est beaucoup trop loin. Et on sait, et pourtant c'est connu même dans la gestion des entreprises privées, dans le commerce, que quand on fait des structures trop grosses, on perd en efficacité, on perd en relation. Moi, quand j'étais à Garches, la faculté était sur place, l'équipe de direction, c'était un petit groupe de gens, ils connaissaient tout le monde, tous les professeurs, ils étaient au courant de tout, on allait les voir, immédiatement on avait une réponse, on avait besoin de changer une prise électrique, on appelait l'ouvrier, on le connaissait, il venait, c'était changé dans la journée. Maintenant, tout ce qu'on fait, des procédures, ça doit passer par des cadres qui doivent valider. On est tombé dans un monde totalement ubuesque, et maintenant les médecins sont contraints de faire tout sur des ordinateurs. Alors, par exemple, un exemple tout bête, comme je passais encore le week-end avant ma retraite pour voir les malades le samedi ou le dimanche. Bon, imaginons qu'il y a un malade qui soit envoyé, qui arrive le samedi. Bon, les admissions, il n'y a plus personne à Garches pour faire les admissions, ça dépend de l'hôpital Ambroise Paré, qui est à des kilomètres. Bon,
À Ambroise Paré, il y a une seule personne qui doit faire toutes les admissions sur plusieurs hôpitaux. Si elle est débordée, bon, le malade, l'ambulance l'a mis là dans un lit. Moi, je veux faire des prescriptions, qu'il est en urgence, une prise de sang, une prescription de médicaments. Je ne peux pas, parce qu'il n'y a pas le code barre. C'était encore des codes barres. Bientôt, ça va être des QR codes. Mais, et donc, j'étais là comme un idiot devant le malade, en disant à l'infirmière, ben, vite, il faut prélever tel examen, il faut prescrire tel truc. Ah ben non, on ne peut pas parce que son numéro d'identification n'est pas apparu sur l'ordinateur, donc on ne peut pas générer les étiquettes pour mettre sur... Donc le laboratoire va refuser le prélèvement. Mais je dis, on est encore en médecine, on est dans un monde de débiles, là. J'ai la même chose, malheureusement, quand il y a eu des décès, c'est arrivé le week-end, où comme je n'avais pas les documents, que je n'avais pas été accrédité sur l'ordinateur pour enregistrer les décès, je ne pouvais pas enregistrer un décès. Donc il a fallu que je ruse, que je passe par un médecin qui avait un code, que je l'appelle pour essayer de me dépanner. Donc parce que l'ordinateur ne voulait pas reconnaître le décès parce qu'il n'y avait pas de QR code pour décéder. Donc on est tombé dans un monde de fous. Et moi, ce qui me fait très peur aussi, c'est que maintenant qu'il n'y a plus de... Avant, on avait des dossiers papier. Maintenant, tout se fait sur l'ordinateur. Soi-disant, c'est sécurisé, confidentiel, mon œil, parce que n'importe quel médecin ou soignant, pour si c'est un hôpital de l'assistance publique, peut avoir accès au dossier. Il faut avoir le dossier, le numéro du patient, mais enfin, on peut toujours se le procurer. Donc, en fait, après, pas n'importe qui, il faut quand même normalement être au courant, savoir faire, peut accéder à votre dossier. Alors on vous dit oui, mais vous pouvez regarder qui a eu accès à votre dossier, vous avez toujours la possibilité d'avoir ce recours. Mais une fois que c'est fait, qui vous garantit qu'il n'y a pas un médecin d'une compagnie d'assurance qui ne va pas vérifier votre dossier pour voir si vous n'avez pas déclaré une maladie et que vous demandez, je ne sais pas, une indemnisation? Parce que moi, je sais que dans le sida, ça se faisait, les médecins des compagnies d'assurance se faisaient passer pour la famille le soir et pour essayer de tirer des vers du nez de l'interne pour essayer de savoir si ce malade avait le sida ou pas. Donc, ça se faisait déjà comme ça. Alors, quand c'est sur l'ordinateur, c'est encore plus facile. N'importe quel hacker peut accéder. Et moi, ce qui m'avait vraiment troublé, c'est qu'il y avait un médecin d'une grande faculté française, je crois même qu'il était doyen de sa fac, je ne suis plus très sûr, mais qui avait été opéré, qui avait une maladie grave. Puis comme ça, dans son lit d'hôpital, il s'ennuyait un peu. Il a regardé sur l'ordinateur, il a voulu voir qui a eu accès à son dossier médical. Il a vu que la moitié des étudiants de la fac avaient regardé son dossier dans les semaines précédentes. Donc, on ne parle pas de confidentialité. Et en plus, quand on sait que Macron a vendu nos données de santé à une grosse base de données, je ne vais pas la citer parce que je ne sais plus laquelle c'est, américaine, je trouve ça affolant. Puis que les gens mettent, vous savez, mon espace personnel santé où tout s'affiche. Vous allez dans une pharmacie prendre un médicament, hop, c'est enregistré. Vous allez chez le dentiste, c'est enregistré. Donc après, votre médecin peut voir tout votre passé, même des choses il y a peut-être des choses que vous n'avez pas envie de révéler à ce médecin-là, peut-être à votre médecin traitant que vous connaissez bien. Et d'un seul coup, toutes vos données privées deviennent quasiment publiques. Et ça, c'est très dangereux, là, cette évolution de la médecine. Christian Péron, je ne demande pas l'avis du médecin, mais du citoyen. Comment expliquez-vous le fait qu'Emmanuel Macron ait été réélu ? Alors, Emmanuel Macron a été réélu avec 17% des voix, mais comme il y a eu beaucoup d'abstention, ça a nui. Après, il y a eu des irrégularités dans les machines à voter. Je le sais parce qu'avec le groupe Bon Sens, on avait porté plainte au Conseil constitutionnel. Ça a été rejeté d'un revers de main. Pourtant, il y avait eu des constats d'huissier sur l'entretien des machines, etc. Donc voilà, après, je ne suis pas compétent pour dire que si vraiment tout ça a eu une conséquence sur le verdict final. Ce n'est pas impossible, il faut laisser ce bénéfice du doute, mais tout ça a été camouflé. Il y a quand même une grande partie de la population française qui a voté pour le président Macron. Non, c'est une grande partie de la France qui s'est abstenue, surtout. Et l'abstention a joué un rôle majeur. Et puis comme en face, il y avait une personne d'extrême droite et les gens disaient « je préfère tout sauf l'extrême droite », bon, ça s'est joué comme ça en sa faveur. Vous avez voté qui ? Moi, je ne le dirais pas, mais souvenez, juste après son élection, il est allé au Stade de France, je crois que c'était au Stade de France, il y avait un match de foot. Quand il est sorti pour serrer la main de l'équipe de France, il s'est fait huer par le stade. Quand il était à Oran, il s'est fait huer par la foule, je ne dirais pas le mot, qui était un gros mot. Et lui, il souriait en disant merci, alors que la foule l'insultait.
vraiment partout. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui pensent que, parce qu'ils ne sont pas renseignés, ils ont été abreuvés des faux messages des médias principaux tous les jours. Ben, si on n'avait pas eu Macron, on serait tous morts, il nous a sauvés. Mais c'est des gens qui ne connaissent absolument pas comment tout ça s'est passé, que c'est une grande manipulation. Mais je pense qu'il y a tellement de scandales, à la fois médicaux, politiques, qui sortent de partout, que pour moi, ça ne va pas durer très longtemps, cette histoire, parce que le nombre d'éveillés augmente. Moi, je ne me considère pas comme un résistant, je me considère comme un éveillé. Mais c'était Robert Kennedy Jr. qui avait dit ça au début de la crise. Il n'y avait pas encore beaucoup d'éveillés dans le monde. Il a dit, rassurez-vous, le flux va toujours aller des gens manipulés vers les éveillés, pas dans l'autre sens. Un éveillé ne va jamais retourner dans le camp des manipulés. Et c'est vrai que maintenant, je vois la quantité de gens autour de moi qui commencent à y voir plus clair et qui commencent à comprendre la manipulation, ça devient énorme. C'est ça qui fait peur au gouvernement aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils veulent censurer les médias alternatifs. Parce que c'est ces médias qui informent de façon honnête et rigoureuse la population. Depuis le 15 septembre 2021, les soignants sont obligés d'être vaccinés. Les réfractaires du nombre de 15 000 initialement n'ont plus le droit d'exercer et donc ont été suspendus. Est-ce que vous avez été en contact avec certains d'entre eux? Oui, bien sûr. Et j'en croise même dans les manifestations, quand je suis allé faire des réunions publiques ou même dans la rue, parce que quelquefois, il y a des aides-soignants, des infirmières ou des médecins qui m'arrêtent dans la rue pour me remercier. C'est honteux la façon dont on les a traités. Il n'y avait aucune donnée scientifique pour le faire. C'était que pour faire peur aux gens et essayer d'injecter le plus de gens possible. En plus, là, maintenant qu'on a la preuve que ce soi-disant vaccin n'a aucun effet sur la transmission, normalement, si le président n'aurait pas dû laisser une journée de plus les soignants suspendus. C'est un non-sens et je pense qu'il devra rendre des comptes un jour pour tout ce qu'il a fait. C'est insensé de faire ça. Et la France va devenir le dernier pays au monde à ne pas rétablir les soignants et aussi les pompiers. Quand vous imaginez qu'on autorisait des soignants qui étaient porteurs du virus, donc possiblement contagieux, à venir travailler parce qu'ils étaient vaccinés, mais on sait qu'en plus les vaccinés faisaient beaucoup plus de formes sévères et plus de cas que les non-vaccinés, ça choquait personne, et que le non-vacciné qui avait zéro virus, il n'avait pas le droit de travailler. Et regardez l'histoire des pompiers, quand il y a eu l'incendie dans les Landes, il y avait des milliers de pompiers volontaires qui voulaient aller au feu. On leur a dit non, vous êtes dangereux, parce que c'est bien connu que dans un incendie au milieu de la forêt, là, il y a plein de coronavirus. Vous n'avez pas le droit. Mais ils ont fait venir des pompiers d'Europe de l'Est. Et eux, ils avaient le droit de ne pas être vaccinés, mais comme ils n'étaient pas français, il n'y avait aucun problème. Non, quand on regarde tout ça, on dit c'est pas possible. On est gouverné par des pieds nickelés. Mais ce n'est pas seulement des incompétents, je pense que c'est des gens très compétents, mais qui appliquent un plan. Et c'est ça qui est terrible. Et quand on voit que derrière, il y a un petit groupe de milliardaires qui contrôlent d'ailleurs les médias, qui contrôlent... C'est pour ça aussi que les médias répètent comme des perroquets tout ça, parce qu'ils sont dans ce groupe qui est en train d'essayer de manipuler la planète. Vous parlez de rendre des comptes. Que pensez-vous de la mise en examen d'Agnès Buzyn pour mise en danger de la vie d'autrui et du statut de témoin assisté d'Édouard Philippe? Alors, pour la Cour de justice de la République, je la connais parce qu'il se trouve que j'ai été auditionné 2 fois, presque une journée à chaque fois. Pour ces 2 cas? Oui, alors pas sur les cas eux-mêmes, c'était avant qu'ils décident s'ils allaient mettre en examen tel ou tel ministre, c'était déjà il y a plus d'1 an, et c'était quand la Cour avait été saisie, demandé à auditionner des témoins divers et variés, donc j'en ai fait partie. Bon, apparemment, la Cour faisait un travail très sérieux. Après, ce que je me suis rendu compte, que je me suis un peu documenté sur comment fonctionne la Cour de justice de la République, je me suis dit, bon, il n'y a pas beaucoup d'espoir, parce que les magistrats en petit comité, ceux qui décident s'ils vont mettre en examen tel ou tel ministre sur les données qu'ils ont pu rassembler. Mais après, si jamais un ministre est vraiment jugé, ben, le jury va être composé d'une poignée de magistrats, mais d'une grande majorité de parlementaires. Vous savez, c'est Balladur qui avait mis ça en place. Et là, je me suis dit, bon, on se fout un peu du monde, parce que c'est une parodie de jugement, parce qu'ils se tiennent tous par la barbichette, les parlementaires entre eux, ils vont se protéger, et les magistrats n'auront pas leur mot à dire finalement à la fin. Ils vont jouer un rôle influent, mais c'est pas eux qui vont, dans le vote final, ils seront minoritaires. Donc,
pour moi, cette Cour de justice de la République a été mise en place pour qu'aucun politicien ne puisse être condamné un jour, quoi. C'est un peu triste de le constater. Mais les magistrats qui y siègent sont des gens très bien, qui font un travail sérieux. Alors après, Agnès Buzyn qui pleure maintenant, moi je veux bien que... Je la crois quand elle dit « on ne m'a pas écouté ». Mais ce que j'accepte pas, c'est que moi, quelquefois, on m'a demandé de faire des choses, j'ai refusé. D'ailleurs, quand j'ai démissionné moi-même du Haut Conseil de la Santé publique parce que ça devenait infernal, on nous demandait de faire plein de trucs, on n'avait plus les moyens. Ils avaient supprimé plein de moyens de médecins de santé publique qui travaillaient pour nous. Donc, à un moment donné, quand on voit qu'on ne peut pas travailler sérieusement, on dit non, je démissionne. Elle aurait pu dire, bon, écoutez, là, il y a quand même un truc inquiétant, personne ne m'écoute. Elle aurait pu le dire dans les médias, ben, écoute, dans ces conditions, moi, je ne peux pas continuer à travailler, je démissionne. Mais on ne peut pas comme ça dire, ben, je l'avais dit, ben, elle a peut-être dit en privé, mais elle ne l'a pas dit publiquement. Pour vous, ils doivent être condamnés. Comment ? Pour vous, Agnès Buzyn comme Édouard Philippe doivent être condamnés. Ah non, moi je ne suis pas juge, hein, c'est la justice qui doit le décider. Oh là là. Je dis simplement qu'elle a dit publiquement, ben moi j'y suis pour rien, j'ai alerté le gouvernement, donc moi je reprends ses propos, moi je ne juge pas Agnès Buzyn. Hein. Je dis simplement que si vraiment elle avait vu tout ce qu'elle a vu et qu'elle trouvait qu'elle n'était pas écoutée, elle aurait dû démissionner. Voilà, c'est tout. Moi, ce n'est pas à moi de la juger, ni Édouard Philippe, ni Macron, ni personne. Moi, je suis là pour dénoncer des décisions médicales qui ont été prises de travers. Alors ça, oui, ça, je peux... D'ailleurs, pourquoi Agnès Buzyn a diabolisé l'hydroxychloroquine en plein mois de janvier, avant que le virus soit en France. Alors que c'était un produit en vente libre qu'on achetait comme des carambars en pharmacie depuis 50 ans. Puis d'un seul coup, c'est une substance vénéneuse. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des effets secondaires avec l'hydroxychloroquine, mais n'importe quel médecin sait les gérer. Si on prend des précautions, c'est des produits très, très bien tolérés. Et qu'on a mis sur le dos de l'hydroxychloroquine, les atteintes... Parce que à la première vague, comme le virus était plus virulent à ce moment-là, il y avait des atteintes cardiaques qu'on a progressivement plus vues après. Maintenant, les atteintes cardiaques, on les voit avec le vaccin, mais plus avec le virus. Mais au début, il y avait des atteintes cardiaques, quelquefois un peu sévères. Et dès que quelqu'un avait pris un comprimé d'hydroxychloroquine, on disait que c'était à cause de l'hydroxychloroquine, donc c'était le virus, parce qu'il y a plein de gens à la même époque, moi j'en ai vu à l'hôpital, qui avaient des atteintes cardiaques sévères, certains sont allés en réanimation, alors qu'ils avaient pris 0 médicament, 0 hydroxychloroquine. Alors ceux-là, ils n'étaient jamais déclarés, parce qu'à l'agence du médicament, on ne déclare pas les gens qui ont un problème cardiaque d'une maladie naturelle. Faut avoir pris mais les rares qui avaient pris même un comprimé d'hydroxychloroquine qui avait une atteinte cardiaque, alors ceux-là, on les déclarait tous pour essayer de faire croire que l'hydroxychloroquine était dangereuse. Bon. Comment jugez-vous le rôle de l'Organisation mondiale de la santé dans cette crise ? Oh ben, ce rôle était pour moi terrible parce que... On le rappelle, vous avez travaillé pour l'OMS. Oui, j'ai travaillé à l'OMS pendant plusieurs années. J'ai été membre du groupe d'experts qui s'appelle ETAGE, qui est le groupe d'experts pour la zone euro de l'OMS, pour les vaccins. Donc j'étais vice-président. Alors la zone euro de l'OMS, c'est très grand, hein. C'est beaucoup plus que l'Union européenne. Il y a tous les pays d'Europe de l'Ouest qui ne sont pas dans l'Union européenne, les pays d'Europe de l'Est. Il y a toute l'ex-URSS, donc la Russie, les pays russophones d'Asie centrale, la Turquie, Israël. Hein. Donc c'est une très très grande Europe. Donc l'OMS dit sur son site, je vous cite dans votre livre, l'OMS a appris l'existence du Covid presque par hasard sur Internet le 31 décembre 2019. Alors ça, c'est ce qu'ils disent. Après, moi, je ne sais pas, on ne peut pas vérifier tout. Tout ce que je dis dans le livre, c'est ce qui a été rapporté publiquement. Ce qui est un peu hallucinant, c'est que l'OMS, un coup allé à droite, un coup allé à gauche, avec des décisions qui n'étaient pas toujours éclairées. Je rappelle que l'OMS a joué un rôle trouble, notamment dans l'hydroxychloroquine, parce qu'ils ont financé une étude qui s'appelait Recovery, qui était faite par un chercheur anglais. Alors, c'est une étude qui était internationale, mais surtout britannique, pour montrer qu'ils voulaient montrer que l'hydroxychloroquine ne marchait pas, que c'était toxique. Et je vous rappelle que dans cette étude, ils ont utilisé 5 fois la dose maximum autorisée chez l'homme. C'est du délire, comme un comité d'éthique a pu laisser passer une dose mortelle de chloroquine dans un essai clinique randomisé. Évidemment, cet essai a montré qu'il y avait plus de morts que dans n'importe quel autre essai. Normal, on a utilisé une dose toxique de chloroquine. Et du coup, l'OMS a joué là-dedans, alors que nous, on l'a dénoncé publiquement. J'avais même écrit avec des collègues une lettre dans le New England Journal of Medicine pour dénoncer ça.
Oui, il y a des choses totalement hallucinantes, des décisions qui ont été prises qui allaient à l'encontre du bon sens. Après, moi, ce qui m'inquiète, c'est que c'est une notoriété publique. La fondation Bill et Melinda Gates est le plus grand financier pour l'OMS maintenant. Et même moi, quand j'étais à l'OMS, déjà à l'époque, avant le Covid, j'avais des copains qui avaient réussi à avoir un poste définitif à l'OMS, qui était très dur à avoir, parce que l'OMS, à un moment donné, était un peu en ruine, il n'y avait plus beaucoup d'argent, beaucoup d'États membres ne payaient pas. Et, euh, et quand ils étaient titularisés, leur fiche de paye, c'était Fondation Bill et Melinda Gates. À l'époque, je me disais, c'est surprenant qu'un fonctionnaire de l'OMS soit payé par une fondation privée. Donc vous avez été payé par Bill Gates? Ah non, moi, j'ai toujours pas travaillé bénévolement. Moi, quand j'étais au Conseil de la santé publique, je travaillais à mi-temps, ou à l'OMS, c'était toujours, ils me payaient les voyages et puis l'hôtel si je me déplaçais pour les réunions publiques. Mais au Conseil de la santé publique, comme c'était à Paris, j'avais pas de voyage ni d'hôtel. Donc je l'ai fait complètement gratuitement, le travail. Mais je parle d'amis français qui travaillaient avec moi dans les commissions et qui avaient des CDI qui étaient renouvelés de temps en temps, mais qui voulaient titulariser. Puis un jour, j'ai un ami qui me dit « Ah, tiens, regarde, c'est super, je suis titularisé. » Mais il m'a dit « Ce qui m'embête, je suis payé directement par Bill Gates. » Bon, ça m'avait surpris sur le moment. Et puis après, j'ai entendu dire après par d'autres personnes, et puis ça a été rendu public un peu sur Internet, que effectivement, il y avait beaucoup de gens dans cette situation. Après, moi, je n'ai pas les chiffres exacts, mais ce qui est clair, c'est que moi, j'ai participé, j'avais été invité, parce que j'étais bien vu probablement par la fondation de Bill Gates à l'époque, à 2 forums internationaux où ils expliquaient tout leur mécanisme économique. Et là, je me suis rendu compte que la fondation gagne toujours beaucoup d'argent parce qu'ils font payer les États. En fait, Bill Gates, il dit qu'il donne beaucoup d'argent, mais en fait, il encaisse parce qu'il fait payer les États. Et moi, d'ailleurs, à l'époque, je ne savais pas trop, mais après, ça m'a sauté aux yeux. Quand j'étais bien vu, président du Haut Conseil, il y avait le directeur de l'Institut Pasteur, il y avait quelques personnes dites de l'élite. On était invités par Fabius, il était ministre des Affaires étrangères à l'époque. Donc au ministère, il y avait le tapis rouge, garde républicain, sabre clair, les salons dorés. Et là, j'ai vu Laurent Fabius remettre un gros chèque à Bill Gates au nom de la France. Et récemment encore, je pense que, je ne sais pas si c'était concrétisé parce qu'il y a eu des démentis de l'Élysée, mais on a dit qu'aussi Macron donnait toujours beaucoup d'argent à Bill Gates. Après, il faudra vérifier exactement les sommes et comment ça se passe. Mais c'est clair que cette mainmise de Bill Gates sur l'OMS n'est pas normale. L'OMS devrait rester indépendante de toute l'industrie pharmaceutique et surtout dans les réunions à l'OMS. Alors, je ne parle pas du groupe Europe où on était indépendant de l'industrie. Ils ne participaient jamais à nos réunions, mais les réunions mondiales sur les vaccins, tous les représentants, les grands chefs de l'industrie pharmaceutique du monde étaient là, participaient au débat, pouvaient après faire leur lobbying dans les couloirs, être au courant de ce qui allait se passer pour probablement faire des contre-offensives souterraines pour empêcher la sortie de certaines décisions ou influencer des personnalités, des experts. Et ça, moi, je l'ai vu. Et ça, c'est pas normal. L'OMS devrait être débarrassée des marchands du temple. L'OMS est là pour prévenir la santé des citoyens du monde, pas pour faire du marketing pour des produits pharmaceutiques. Pour vous, l'OMS s'est-elle compromise avec la Chine? Avec la Chine. Ça, je ne peux pas juger de ça. Bon, c'est vrai qu'avant, c'était une directrice générale chinoise. Maintenant, c'est un Éthiopien. Mais ça, je ne connais pas les deux. Moi, je ne parle que des choses que je connais, que j'ai vues. Mais quand je ne connais pas bien, je préfère ne pas me prononcer. Donc, selon vous, le spécialiste des maladies infectieuses, d'où vient le Covid? Ah ben, le Covid, c'est... Pangolin ou laboratoire? C'est un laboratoire, de toute façon, plus personne. Chauve-souris. Mais c'est évident, il y a déjà les brevets de l'Institut Pasteur que Fourtillon avait montré. Même l'Institut Pasteur s'en est pas caché. Ils avaient breveté le SARS-CoV-2, je crois, en 2015. Ils ont dit oui, on l'a fait, c'était pour chercher un vaccin pour le sida ou le paludisme. Ils avaient déjà breveté aussi les tests diagnostiques. Après, il y a eu des brevets à Chapel Hill, en Caroline du Nord, aux États-Unis. Après, il y a Anthony Fauci qui a financé le laboratoire de Wuhan aussi pour ce qu'ils appelaient les gains de fonction pour augmenter la virulence ou la transmissibilité du virus. Alors, comme Montagny avait dit, il y a des séquences de VIH et de paludisme dans le... Moi, je n'étais pas capable de le vérifier, même si j'ai fait des études de virologie il y a longtemps, je ne fais pas de la virologie au quotidien.
Mais ce qui m'avait beaucoup frappé, vous souvenez-vous, hein, c'était un communiqué officiel du gouvernement australien après le début de la première campagne de vaccination Covid en Australie. Ils ont dit c'est bizarre. Alors c'était peut-être pas avec tous les lots et toutes les marques de tous les vaccins, mais ceux qui avaient été utilisés en Australie, ils ont dit il y a beaucoup de gens qui ont reçu ces soi-disant vaccins et qui sont devenus séropositifs pour le VIH, pour le virus du sida. Ça ne veut pas dire qu'ils avaient le sida, mais ça veut dire qu'ils avaient fabriqué des anticorps contre des fragments du virus VIH. Donc ça veut bien dire que c'était un peu une démonstration de ce qu'avait dit Montagnier était peut-être vrai, quoi. Et là, c'est pas une fake news, c'était le gouvernement australien qui s'en inquiétait. Donc voilà. Donc de toute façon, je ne connais plus aucun scientifique sérieux au monde qui continue à dire que ce virus est naturel. C'est tellement évident. Mais même il y a des journalistes qui commencent à dire « Ah ben oui, maintenant, ça commence à être reconnu dans la communauté internationale. » Et donc, qui vient d'un laboratoire... Après, de quel labo ça s'est échappé, on n'en sait rien. Vous dites échappé ? Échappé, il est bien sorti du labo. Hein. Je ne dis pas qu'il a été mis volontairement, mais il s'est bien échappé quelque part. Après, mais après, moi, je ne connais pas exactement comment c'est parti, où. Ce qu'on sait, c'est qu'il y avait déjà des cas de Covid-19 en Europe avant Wuhan, même probablement aux États-Unis avec l'affaire des pneumonies chez les vapoteurs. Donc ça veut dire que le virus avait déjà circulé dans certaines régions du monde avant de partir de Wuhan. Mais après, on ne connaîtra jamais probablement toute la vérité là-dessus. Merci beaucoup. Merci à vous, Christian Perron. Merci à nos auditeurs et aux internautes de nous avoir suivis pendant cette émission passionnante. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager, de liker cette vidéo. Vous pouvez aussi nous soutenir sur notre site livrenoir.fr. J'en profite aussi pour remercier à nouveau Terre de France qui soutient notre chaîne. J'invite tous nos auditeurs à se rendre sur terredefrance.fr pour découvrir tous leurs articles, tous fabriqués en France. Encore un grand merci à vous, Christian Perron, d'avoir accepté notre invitation et très bonne soirée à tous. Merci beaucoup.